On y va? Bonsoir à tous. Lors de la première séance, je vous avais mis en contexte en montrant quel était le projet de Sartre, à la fois son projet théorique et son projet pratique autour de la question de l'être et du néant. Et c'était un projet qui portait sur l'étude de l'être de la conscience et de l'être du phénomène, donc qui s'inscrivait dans la tradition phénoménologique, l'étude du phénomène. Et ce qu'il avait de pratique, donc ce projet de Sartre, c'était que, en fin de compte, Sartre veut déterminer l'être de la conscience comme indéterminé, comme non fixé par avance dans une essence, de telle sorte qu'il puisse affirmer que l'être de la conscience humaine, c'est la liberté. Et cette liberté, pour lui, entraîne, enfin pour tout le monde d'ailleurs, entraîne forcément, par conséquent, une responsabilité des actes, contre laquelle Sartre ne reconnaît aucune excuse, c'est-à-dire que s'il reconnaît évidemment des influences biologiques et sociales sur l'individu, il estime que ces influences ne sont jamais une contrainte totale, une détermination totale. Donc on distingue influence et détermination. Détermination, c'est quand il n'y a pas moyen de faire autrement, c'est comme une cause qui va nécessairement produire son effet, tandis que influence, c'est seulement le fait que, oui, on peut être poussé dans un sens ou dans l'autre, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas résister, on ne va pas pouvoir résister. Donc il veut mettre en valeur cette liberté fondamentale de l'être humain et cette responsabilité qu'il étend d'ailleurs, comme on l'a vu dans l'existentialisme est un humanisme, qu'il étend à une responsabilité vis-à-vis de tout le reste de l'humanité. On a vu comment, c'est-à-dire que si en posant un certain acte, je montre par là que je me pense comme liberté, ou si au contraire, dans mes activités, dans mon comportement, je montre au contraire que je me pense comme totalement déterminé, je pose par là un jugement implicite sur l'essence de l'être humain. Et ce jugement, par conséquent, est valable pour tout le reste des humains. Eux, ils peuvent aussi, du coup, se sentir ou bien enclins à penser qu'ils sont libres ou enclins à penser qu'ils sont déterminés. Et donc ça fait une différence, on a une responsabilité aussi vis-à-vis des autres. Pour pouvoir faire cette caractérisation de la conscience comme liberté, Sartre remonte à l'étude de la conscience et du phénomène dont il hérite de la part principalement de Husserl et de Heidegger. Husserl étudie, lui, surtout l'aspect vraiment fondamentalement théorique, de manière à donner un fondement ontologique aux sciences, à la connaissance. Husserl est principalement, en tout cas au départ, préoccupé par des questions de connaissance. Et donc c'est pour ça qu'il y a tout ce rapport évidemment de l'homme au monde. Est-ce qu'on peut vraiment avoir un rapport de connaissance exacte et de vérité par rapport aux objets ? Il n'empêche qu'il est amené aussi à réfléchir à des questions comme les relations intersubjectives et notamment à développer quelque chose qui sera repris par des héritiers de Husserl, qui est l'intropathie, Einfühlung en allemand, donc le fait de sentir comme autrui, de sentir comme si on était à l'intérieur d'autrui. Donc une théorie n'est jamais totalement exempte d'aspects pratiques, d'aspects, disons, éthiques. Heidegger, par contre, est beaucoup plus directement dans la pratique et donc plus directement aussi, Sartre lui emprunte cette orientation pratique qui est de comprendre ce qu'Heidegger appelle le Dasein, donc l'existence humaine, particulièrement humaine, on verra en quoi, mais au sens des questions fondamentales qu'on doit se poser, c'est-à-dire comment est-ce que je me comprends moi-même? Quel type d'être est-ce que je me donne à moi-même? Et surtout pour développer déjà cette idée que l'être humain doit se donner à lui-même son propre être. Son propre être est toujours à vivre et à créer par l'existence qu'il mène et n'est pas donné. Donc ça c'est déjà chez Heidegger. Donc voilà pour l'héritage que j'avais présenté. Et on en était arrivé à la fin de cette séance à caractériser, enfin à élucider, à approfondir la manière dont la conscience peut saisir non seulement les phénomènes, c'est-à-dire les manifestations sensibles des objets extérieurs, mais aussi comment ça lui donnait accès à l'être même de la chose. C'est-à-dire que Sartre disait que heureusement, on n'en était plus à séparer radicalement les manifestations de l'être de la chose. Toute manifestation révèle l'être de la chose.
et l'être de la chose est l'ensemble de ces manifestations possibles. Alors, on a vu que ces manifestations possibles sont infinies, hein, étant donné qu'il y a une infinité de sensations possibles de la même chose. Elles sont infinies, mais la totalité donc, qui constitue l'essence de la chose, si on veut vraiment atteindre ce qu'elle est, indépendamment de toutes ces variations individuelles, temporelles, etc., si on peut l'atteindre sans passer par l'infini, simplement en allant la chercher comme la raison, comme on a vu, hein, la raison de la série des manifestations, ou la loi qui commande la succession de ces manifestations, donc la logique en fait qui préside au fait que de cette même chose on aura ces manifestations-là et pas d'autres. Et Sartre donnait comme exemple, mais il passe très rapidement sur cet exemple dans L'être et le néant, il donnait comme exemple la saisie du rouge en disant que chaque fois qu'on a une manifestation du rouge, ce qui se manifeste là, c'est le rouge lui-même comme totalité de ces manifestations possibles. Et même s'il y a une infinité de nuances de rouge, il n'empêche qu'on saisit en fait le rouge comme quelque chose d'unique qu'on peut appeler donc l'essence, hein, la notion générale de rouge. Alors pour mieux comprendre cet exemple, je vais tout de suite vous lire un passage de Husserl. Vous avez les références dans les textes, mais ce passage n'est pas recopié en entier. C'est donc dans les idées directrices pour une phénoménologie. C'est un passage très parlant par rapport à cette expérience de l'observation des divers aspects d'une chose et de la saisie de ce qu'elle est. Partons d'un exemple, dit-il, c'est toujours une bonne méthode. Partons d'un exemple. Je vois continuellement cette table. J'en fais le tour et change comme toujours ma position dans l'espace. Donc je peux en faire le tour et donc du coup évidemment je la vois de la manière la plus triviale, hein, sous différents aspects. J'ai sans cesse conscience de l'existence corporelle d'une seule et même table, de la même table qui en soi demeure inchangée. Son existence corporelle, c'est-à-dire que par la simple perception, je sais que c'est un corps. C'est-à-dire moi, la perception contient l'information, ceci est un corps. Ce ne serait pas pareil si j'avais, par exemple, au lieu d'une perception, si je manifestais un souvenir en moi. Si je manifestais un souvenir, ce souvenir apparaîtrait sous forme d'image, et cette image elle-même ne serait pas corporelle. Je saurais que c'est une image qui n'est pas un corps, mais qui est l'image d'un corps, donc qui fait référence à autre chose qu'elle. Donc c'est une existence corporelle que je sens d'une seule et même table. Je ne doute pas du fait que c'est toujours la même table. Moi, à chaque instant où je me déplace, à chaque seconde, j'ai une autre perception de la chose. Hein. On a comme un flux continu, dit Husserl, on a un flux continu de perception de la même chose, donc ça veut dire un nombre infini en fait de perceptions à chaque instant, même pas à chaque seconde. Et il n'empêche que je ne doute pas que ce ne sont pas chaque fois des éclats ou des fragments d'un autre objet. Je sais bien qu'elle est une et la même. Et qu'elle demeure inchangée, mais que c'est mon point de vue ou ma perspective qui change. Or, la perception de la table ne cesse de varier. C'est une série continue de perceptions changeantes. Je ferme les yeux. Donc, supposons que maintenant je ferme les yeux, donc je ne l'aperçois plus. Par mes autres sens, je n'ai pas de rapport à la table. Je n'ai plus d'elle aucune perception. J'ouvre les yeux et la perception reparaît de nouveau. La perception, soyons plus exacts, en reparaissant, elle n'est à aucun égard individuellement identique, c'est-à-dire que deux perceptions ne sont pas la même. Je veux dire, celle que j'avais avant de fermer les yeux et celle que j'ai après sont autres individuellement. Ce sont deux actes différents, mais même si elles sont très semblables, même si elles se ressemblent, elles ont le même objet.
Seule la table est la même. Je prends conscience de son identité dans la conscience synthétique qui rattache la nouvelle perception au souvenir. Ça, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Évidemment, les perceptions ne sont pas des atomes de perception qui seraient détachés les uns des autres, mais en fait, dans ce flux continu, il y a constamment une rétention des perceptions précédentes dans la perception présente. Il y a une continuité du temps. Il y a une continuité du temps telle que le présent est, pour ainsi dire, insaisissable. C'est-à-dire, si j'essaye de saisir le présent, il est déjà passé. Si j'essaye de saisir la perception que je suis en train d'avoir maintenant, en essayant de la saisir, je la saisis comme passée. Et à tout moment, lorsque j'observe durant un certain temps un même objet, je retiens en fait tous les aspects que j'ai déjà parcourus de l'objet. Cette rétention du passé est présente dans le présent. Et même on peut dire que, enfin ils diront, les phénoménologues, que le futur est présent aussi, dans la mesure où il y a aussi une anticipation des perceptions qui vont suivre. Je sais que je vais continuer, que je vais investiguer un autre aspect. Donc il y a aussi une anticipation qui fait partie de cette synthèse. Et cette synthèse, elle est effectuée par la conscience. La conscience, c'est elle qui est synthétique, qui réalise. Donc c'est plus qu'une somme, la synthèse est plus qu'une somme, c'est vraiment, on fond les unes dans les autres pour faire un tout. Donc conscience synthétique qui rattache la nouvelle perception au souvenir. La chose perçue peut être sans être perçue, sans même que j'en ai cette conscience simplement potentielle sous le mode de l'inactualité décrit précédemment. Donc la chose perçue, ajoute Husserl, elle peut exister alors que je ne l'aperçois pas. Donc c'est ce qu'on avait vu, contrairement à ce que disait Berkeley, esse percipi. Non, la chose n'est pas simplement au moment où on la sent, elle existe aussi indépendamment du fait que quelqu'un est en train de la sentir ou du fait que quelqu'un a la potentialité, a la possibilité de la sentir. Par exemple, si on a les yeux fermés, tant qu'on a les yeux fermés, on sait qu'elle est toujours là, qu'elle n'en profite pas pour disparaître. Mais qu'est-ce qui nous donne cette certitude? Ah oui, mais d'abord aussi, il parle de l'inactualité. L'inactualité d'une perception, c'est une distinction faite précédemment entre donc, la perception d'une chose en particulier à laquelle on donne vraiment toute son attention et l'arrière-fond sensible sur laquelle cette chose-là se détache. Car en fait, à tout moment, il n'y a jamais une perception complètement délimitée avec du rien autour. En réalité, on saisit toujours un tout qui est en grande partie confus et sur lequel on détache à chaque fois des objets qu'on investigue ou qu'on fixe plus précisément. Donc il y a un arrière-fond sensible qui est dans une perception inactuelle quand il n'est pas justement précisément visé, mais qui reste là comme potentiel, comme potentiellement investigué lui aussi. C'est ce qui explique les phénomènes de... on appelle ça, oui, de subliminaux, de perception subliminale. C'est-à-dire que quelque chose nous parvient bien, mais comme on n'a pas l'attention fixée sur cela, on ne s'en rend pas compte. Et ne pas se rendre compte, c'est exactement ne pas avoir conscience. Si on essaye de traduire autrement ce que ça veut dire conscience, c'est l'inverse de ne pas se rendre compte. C'est se rendre compte de quelque chose. Donc, on a toujours cet arrière-fond qui est inactuel ou potentiel quand on a une perception actuelle. Et cette table, donc, elle peut être, sans qu'on la voie, elle peut être sans changer. Alors, elle peut être sans changer, peut-être que vous allez tiquer en vous disant, mais on sait bien que toute chose change tout le temps, qu'en fait, toute chose corporelle, en tout cas, se modifie, ne fût-ce qu'imperceptiblement. Mais ce qu'il veut dire ici, c'est qu'elle ne change pas au même rythme que moi qui tourne autour, que moi qui modifie mes angles, mes perspectives. Quant à la perception elle-même, elle est ce qu'elle est, entraînée dans le flux incessant de la conscience et elle-même sans cesse fluente. La perception, c'est un flux dans lequel, si on veut saisir un moment, en fait, on fait un arrêt dans quelque chose qui, en réalité, ne s'arrête pas. Le maintenant de la perception ne cesse de se convertir en une nouvelle conscience qui s'enchaîne à la précédente, la conscience du « vient justement de passer ».
Donc le vient justement de passer, c'est ce qu'on essaye de saisir. Si on essaye de saisir la dernière perception qu'on a eue, c'est le vient justement de passer, mais qui est déjà remplacé par une autre. En même temps, s'allume un nouveau maintenant. Donc, en même temps qu'on a la rétention de ce qui vient de passer, il y a un nouveau maintenant, une nouvelle perception actuelle. Non seulement la chose perçue en général, mais toute partie, toute phase, tout moment survenant à la chose sont, pour des raisons chaque fois identiques, nécessairement transcendants à la perception. Alors, toute phase, toute partie, c'est tout aspect de la chose ou toute qualité, détermination que possède une chose. C'est ici qu'intervient le raccord avec notre question concernant le rouge. Donc si, au lieu de considérer la table comme l'objet, le corps global qui possède une série de déterminations, je me fixe sur l'une de ces déterminations, par exemple sa couleur. Supposons que je me fixe seulement sur sa couleur, eh bien je peux refaire la même chose. Je peux investiguer cette couleur de la même manière en tournant autour et selon l'angle que j'aurai, elle variera puisque la lumière variera dessus, sur elle, donc j'aurai différents éclairages, différents donc, gradients de cette couleur. Et éventuellement moi-même je me mettrai dans des conditions plus ou moins bonnes pour mieux l'apercevoir. Donc tout ça, ce sera des causes de modification de cette couleur. Donc je peux faire la même chose qu'avec la table. Et donc elles seront chaque fois identiques. Chaque fois ce sera néanmoins la même couleur qui se manifestera sous ces angles différents, sous ces perceptions différentes, nécessairement transcendant à la perception. Que signifie le mot transcendant ici? C'est un terme qui va revenir constamment avec cette signification bien précise, bien particulière. Ce n'est pas le transcendant au sens du surnaturel ou de ce qui est d'un niveau supérieur au niveau ordinaire, c'est le transcendant au sens de extérieur, simplement extérieur. C'est-à-dire ce qui est important à poser pour Husserl et en général les phénoménologues, c'est que toutes ces perceptions et même les autres actes de la conscience qui ne sont pas perceptifs sont réellement une rencontre d'un objet extérieur et ne sont pas simplement une vie intérieure de la conscience. Ce sont vraiment des manifestations de quelque chose d'extérieur. Donc il faut montrer que la chose est vraiment transcendante, c'est-à-dire extérieure à la conscience. Donc c'est ici, c'est bien ça le sens du terme, il ne faut pas chercher plus. Donc qu'il s'agisse, alors donc on dit qu'ils sont nécessairement transcendants à la perception, qu'il s'agisse de qualité première ou seconde, ça c'est une allusion à une distinction ancienne scolastique entre les qualités essentielles de l'objet et ses qualités accidentelles, donc celles qu'on peut éventuellement retirer à un objet sans qu'il change d'essence et celles qu'on ne peut pas lui retirer, qui sont nécessaires étant donné cette essence. Bon. La couleur de la chose vue ne peut par principe être un moment réel de la conscience de couleur. La couleur ne peut pas être une partie de la conscience de couleur. Donc, si je pars de l'acte de la conscience, j'ai conscience d'une couleur, je ne peux pas me dire que la couleur, comme donnée sensorielle, est une partie de ma conscience. Si vous voulez, un produit de ma conscience, c'est pour répondre à ce problème du réalisme des objets. Donc, ce n'est pas une partie de ma conscience, elle n'est pas une partie de l'acte de la couleur. Elle est le remplissage, certes, de l'acte, mais elle n'est pas une partie de l'acte de conscience. Elle apparaît, mais tandis qu'elle apparaît, il est possible et nécessaire qu'au long de l'expérience qui la légitime, l'apparence ne cesse de changer. La même couleur apparaît dans un divers ininterrompu d'esquisses de couleurs. Donc du fait justement qu'elle change sans arrêt, c'est une des raisons, ou un début de raison, pour lesquelles elle ne peut pas être une partie de la conscience. C'est-à-dire le fait que ces esquisses soient justement une totalité inépuisable, une série inépuisable d'esquisses possibles, en fait, garantit que ce n'est pas une partie de l'acte de conscience. Sinon, un acte de conscience serait lui-même infini. Et donc en fait, on n'aurait pas une perception. On ne pourrait pas se dire « j'ai telle perception, je saisis quelque chose ». Ce serait impossible parce que on aurait toutes les parties, justement, toutes les parties de cet acte seraient une infinité. Donc il faut vraiment que ce soit autre chose que l'acte lui-même, que la chose soit autre que l'acte lui-même. La même analyse vaut pour chaque qualité sensible et pour chaque forme spatiale.
une seule et même forme, m'apparaît sans cesse à nouveau, d'une autre manière, dans des esquisses de formes toujours autres. Donc voilà pour dire cette totalisation qui est possible. Et Husserl ajoute ce que Sartre ne fait pas aussi bien en détail. Husserl ajoute que une fois que nous avons les notions générales, une fois que nous avons la possibilité de nous saisir du rouge en tant que tel, ce qui vient très tôt, hein, ce n'est pas le fruit d'un apprentissage, sauf si on appelle apprentissage ce qui spontanément arrive aux petits-enfants, hein, qui très vite s'habituent à reconnaître une table d'une autre table, hein, donc c'est une construction spontanée. Et donc une fois que nous avons ces notions, elles sont à leur tour l'objet de ce qu'on appelle une intuition, de ce que Husserl appelle une intuition, c'est-à-dire un vécu de conscience. L'intuition, chez Husserl, c'est un acte extrêmement général. C'est tout à fait général, ça n'a rien à voir avec le terme courant d'intuition, rien du tout. Et ce n'est surtout pas à réduire au simple acte de perception, hein, ou de rapport empirique, hein, de rapport d'observation à une chose. Une intuition, c'est au sens où Descartes parle du cogito, hein, c'est n'importe quel acte de conscience, ou Husserl dit plutôt vécu de conscience. Donc on peut avoir une intuition, dit-il, bien sûr, d'un objet sensible, mais on peut aussi avoir une intuition directe d'une essence. Donc on n'est pas obligé, chaque fois qu'on veut justement évoquer le rouge en tant que tel, de passer par toute une série d'exemples de rouge. On sait bien, chacun de nous sait très bien qu'il peut évoquer le rouge sans immédiatement, hein, sans passer par une construction. Donc il a une intuition immédiate, hein. Si vous pensez rouge, vous avez une intuition immédiate, une intuition du rouge en tant que tel. Donc c'est une intuition d'une essence. On a bien une intuition d'une essence. Et c'est ce que dit le premier texte que vous avez imprimé. L'intuition empirique, spécialement l'expérience, est la conscience d'un objet individuel. Donc toujours, quand on est dans l'empirique, c'est-à-dire dans l'observation du sensible, dans l'expérience sensible, on a toujours affaire à de l'individuel. On saisit des choses particulières, pas des choses générales. Par son caractère intuitif, elle fait accéder l'objet au rang de données. C'est-à-dire que par l'intuition, par l'acte d'intuition, une donnée sensorielle est présente à la conscience. On a désormais une donnée sensorielle. Alors, bien entendu, l'objet matériel, le corps, n'est pas exactement la même chose que la donnée sensorielle que la conscience possède. Hein. Quand la conscience est reliée à son contenu ou à son corrélat, ce corrélat n'est pas directement l'objet corporel. Hein. C'est on va dire une image mentale, parce qu'une image c'est trop restreint, c'est pas toujours visuel, mais enfin bon, c'est en tout cas un contenu mental. Donc il y a une différence entre ce contenu mental, cette donnée sensorielle, et le corps lui-même qui l'a provoqué. Donc elle fait accéder l'objet au rang de donnée. Par son caractère de perception, elle en fait une donnée originaire. Donc ici il y a une précision en plus, qu'est-ce que c'est qu'une donnée originaire par rapport à n'importe quelle donnée? Originaire, ça veut dire que elle nous met directement en rapport avec l'objet. Elle vient directement de l'objet extérieur. Par opposition à ça, si vous pensez à un souvenir, par exemple, un souvenir, c'est une représentation, mais alors en utilisant bien le re comme une présentation seconde d'un objet qui a été premièrement rencontré par la perception. Donc on se souvient d'une chose qu'on a précédemment perçue. Et donc le souvenir lui-même n'est pas une donnée originaire parce qu'il ne nous met pas directement en contact avec l'objet. On peut se souvenir bien entendu quand l'objet n'est pas là. Donc c'est une image ressuscitée d'un objet, d'une donnée originaire. Donc la perception, elle nous donne accès à des données originaires, ce qui n'est pas le cas de toutes les autres activités de l'esprit. Par elle, nous avons conscience de saisir l'objet de façon originaire dans son ipséité corporelle. Ipséité traduit l'allemand Selbstheit, donc Selb, vous reconnaissez, le Selb c'est le soi-même. Ipséité, donc c'est la même chose venant du latin, ipsum c'est soi-même. Donc c'est l'objet lui-même qui se donne à nous dans la perception. Et l'objet lui-même dans sa corporalité, donc qui se donne comme un corps à nous. Nous le saisissons en sachant que c'est un corps.
en percevant immédiatement que c'est un corps, et c'est l'objet même qui se donne. Il y a vraiment le mot d'ordre de la phénoménologie qui est retour aux choses mêmes. Aux choses mêmes, c'est-à-dire qu'on ne va pas passer par des écrans, des représentations, des constructions, non, on a affaire aux choses elles-mêmes. Voilà pour ce premier passage, et de là Husserl peut tirer comme conséquence la relation qu'entretient l'existence de l'objet individuel et son essence. Donc, quelle est la relation entre l'existence et l'essence? On a vu que c'était particulier chez Sartre, mais peut-être pas expliqué de manière extrêmement claire. Ici, c'est plus clair. Donc, je poursuis. L'intuition de l'essence. Donc, on vient de voir qu'on pouvait... Ah pardon, j'ai pas terminé le texte précédent. Non, l'intuition de l'essence justement. De même qu'on a une intuition perceptive d'un objet individuel, de même l'intuition de l'essence est la conscience de quelque chose, d'un objet. Donc l'essence c'est aussi un quelque chose, un objet, d'un quelque chose sur quoi se dirige le regard de l'intuition. Alors bien sûr ici regard est à prendre au sens métaphorique, c'est pas un regard au sens propre, c'est pas une vision. Et qui est donné en personne, selbstgegeben, dans cette intuition. Donc l'essence, c'est un objet, en fait, dont le rapport avec la conscience est du même type qu'un sensible individuel pour la perception. Donc aussi bien, on saisit des essences qui sont en elles-mêmes des objets constitués. Donc ça veut dire qu'ici, il y a une thèse qui commence à apparaître sur l'existence des notions générales. Vous savez peut-être qu'au Moyen-Âge, on appelait ça la querelle des universaux, le fait de savoir si les notions générales, donc les universaux, étaient, il y avait trois possibilités, ou bien réels, c'est-à-dire ayant une existence indépendante par eux-mêmes, indépendamment de nous, de notre pensée, ou bien étaient à l'autre opposé de simples noms, c'est le nominalisme. Donc d'un côté on avait le réalisme, mais il n'y a guère que Platon pour poser ce réalisme, on n'a que le courant platonicien. Donc à l'autre bout il y avait le nominalisme, qui considérait au contraire donc, que les notions générales ne sont que des noms que nous posons pour appréhender les choses, mais qui n'ont aucun corrélat, qui n'ont aucune relation, qui n'ont aucun fond dans les choses elles-mêmes. Donc il n'y a pas de généralité dans les choses, il n'y en a que dans notre manière de les appréhender. Et puis entre les deux, la position intermédiaire qui concilie en fait le côté objectif et le côté subjectif de la relation, c'est ce qu'on a appelé le conceptualisme. Le concept, c'est l'unité de l'objectif et du subjectif. Et on voit que déjà, ça apparaîtra de plus en plus, que pour Husserl, il est clair que c'est cette thèse-là qui a sa préférence. Donc il va essayer de montrer que en même temps, l'essence est quelque chose indépendamment de nous. Ce n'est pas juste une création de notre esprit au contact des objets individuels. Et en même temps, elle est très clairement un corrélat de notre conscience. Donc c'est un corrélat de notre conscience. Et en même temps, ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas arbitraire, ce n'est pas juste une construction du sujet humain. Ça se trouve vraiment comme objet. Ça existe vraiment comme objet. Alors, mais pas au sens de Platon. Il a d'ailleurs dû prendre cette précaution, Husserl, parce que certains, dans ses premiers écrits, l'avaient compris de manière platonicienne, comme s'il posait les essences comme existant en elles-mêmes, indépendamment de nous. Il ne dit pas ça non plus. Mais simplement, elles sont quelque chose de réel dans la chose. Donc, dans l'objet extérieur, il y a vraiment une essence dedans, en lui. Il possède son essence, encore une fois, comme la raison de la série de ses manifestations. C'est ce qui fait qu'il peut se manifester. Donc cette fois-ci, j'entame le deuxième extrait. L'intuition de l'essence, donc celle-ci, c'est une pensée en fait. Qu'est-ce que c'est saisir une notion générale? C'est avoir une pensée. C'est avoir une pensée qui n'est pas d'un objet individuel. Donc pas au sens où je dis je pense à Socrate, mais au sens où je dis je pense l'homme, je pense l'humanité, je pense l'homme en tant que tel. Et on fait ça tout le temps. On n'a pas besoin d'avoir une attitude théorique, scientifique, pour penser des notions générales, on fait ça tout le temps. Si on dit
les chats sont, je ne sais pas moi, les chats sont affectueux, on pense une notion générale, on ne pense pas à un chat en particulier, même si c'est vrai qu'on peut en même temps penser à un exemple, mais c'est une généralité et c'est très courant. Quand on lit les mots d'une langue, ou qu'on parle même simplement, qu'on utilise les mots d'une langue, chaque mot est une généralité. Chaque mot renvoie, même table, papier, renvoie à une généralité. C'est quand on dit je pose un papier, non, de cette manière-là, ça ne marche pas. Mais si on dit les tables possèdent 4 pieds, les tables possèdent 4 pieds, on dit une généralité. Donc en fait, c'est quelque chose de très courant, et donc penser une notion générale, c'est ça que Husserl appelle l'intuition de l'essence. L'intuition de l'essence a ceci de particulier qu'elle suppose à sa base une part importante d'intuition portant sur l'individu, à savoir qu'un individu apparaisse, qu'on en ait un aperçu. Mais cet individu n'est ni saisi, ni aucunement posé comme réalité. Donc en fait, s'il y a une essence de quelque chose, c'est qu'il y en a aussi un individu au moins possible. C'est qu'on peut au moins potentiellement s'en représenter un exemple, s'en donner un exemple individuel. Donc je parle des chats, des hommes, des tables, parce qu'il y en a au moins un exemplaire individuel que je peux, à mon gré, prendre comme exemple. Mais il ne doit pas être présent là, et je ne dois pas le penser à ce moment-là en même temps. Ça c'est très important. Hein. Si je pense aux hommes, je ne suis pas obligée de me représenter un humain en particulier. Je n'ai pas besoin de ça pour penser homme. Et c'est la raison pour laquelle on peut lire si vite, par exemple. Si chaque fois qu'on lit, on devait à tout moment, pour chaque mot, se représenter ce que c'est, on lirait extrêmement lentement. Mais ce n'est pas le cas. On saisit immédiatement la généralité sans devoir passer par un exemple. Mais enfin, il faut quand même que l'individuel soit possible. Il n'y a pas d'essence sans individu. Voilà. Il est certain qu'il n'est pas d'intuition de l'essence si le regard n'a pas la libre possibilité de se tourner vers un individu correspondant et si on ne peut former pour l'illustrer une conscience d'exemple. De même, en retour, donc à l'inverse, il n'est pas d'intuition de l'individu sans qu'on ne puisse mettre en œuvre librement l'idéation, donc la formation de l'idée correspondante, idée au sens de leidos, l'essence, et ce faisant, diriger le regard sur l'essence correspondante que la vue de l'individu illustre d'un exemple. Donc on voit cette inséparabilité dont je vous avais parlé à la séance précédente entre l'existence de l'individu et l'essence. Cependant, Husserl ajoute qu'il peut y avoir aussi des essences d'objets fictifs. Alors je dis cependant parce que je vous avais signalé que chez Aristote, qui établit pour la première fois la correspondance entre l'essence et l'existence d'au moins un individu particulier, chez lui, en revanche, c'était une raison pour dire qu'il n'y a pas d'essence des objets fictifs. Les objets, comme le centaure, on peut bien sûr les penser, les décrire, leur donner des tas d'attributs, mais pour Aristote, la définition qu'on en donnera ne sera pas une véritable essence, parce que justement, on ne peut pas en produire un individu réel. Pour Husserl, ce n'est pas un problème. Il y a des essences d'objets fictifs, mais simplement, on ne confondra pas la conscience d'un objet fictif avec la conscience d'un objet réel. Parce que le vécu même de la fiction est un vécu différent du vécu de l'essence. Nous n'intuitionnons pas, pour prendre le verbe le plus large, nous n'intuitionnons pas de la même manière une fiction et une pensée. Nous ne nous référons pas à un centaure avec la même arrière-pensée, si vous voulez, que nous nous référons à un humain. L'humain, quand nous pensons à lui, ou quand nous voyons simplement le mot humain écrit, nous savons qu'il s'agit de quelque chose de réel. Le centaure, quand nous pensons à lui ou que nous le voyons écrit, nous savons, sans devoir faire aucune réflexion supplémentaire, que ça renvoie à un objet fictif. Donc ça fait partie en fait de l'acte lui-même. Le vécu lui-même donne son statut à l'objet, le statut de existant, fictif, individuel ou essence. C'est l'acte lui-même qui lui donne ce statut. Et je poursuis immédiatement avec le troisième extrait donc, de ce même passage de Husserl. Leidos, la pure essence,
peut être illustré par des exemples de caractère intuitif, empruntés aux données d'expérience, donc ça c'est par la perception, hein. Une pure essence peut être illustrée par des données de la perception, donc à celle de la perception, du souvenir, etc., etc., mais aussi bien aux simples données de l'imagination. C'est pourquoi, pour saisir une essence en personne et de façon originaire, nous pouvons partir d'intuitions empiriques correspondantes, mais aussi d'intuitions sans rapport avec l'expérience et n'atteignant pas l'existence d'intuitions purement fictives. Donc on peut bâtir on peut avoir une saisie d'une essence qui ne sera exemplifiée jamais que par des exemples purement fictifs. Alors, par ailleurs, concernant maintenant le statut ou l'être de la conscience, quel rôle joue-t-elle par rapport au phénomène, quel est plus précisément son rapport avec le phénomène, avec l'objet qui devient en elle une donnée? En fait, c'est un rôle transcendantal. Et donc, on distingue bien transcendant et transcendantal. Hein, on avait vu transcendant dans le sens de simplement ce qui déborde quelque chose, ce qui est extérieur, ce qui est plus qu'une chose. Ici, on a le mot transcendantal qui vient de Kant et qui est repris dans le même sens que le sens kantien, c'est-à-dire condition de possibilité. Condition de possibilité, et en fait, donc, la conscience est condition de possibilité du phénomène. Il n'y aurait pas de phénomène s'il n'y avait pas de conscience. Le phénomène est relatif en tant que tel à la conscience. Il y aurait des objets, mais ces objets ne seraient pas phénomènes. Ou même, on devrait même dire, il n'y aurait pas d'objet puisque l'objet est relatif à un sujet. Hein, donc, si on dit objet, c'est précisément par relation à un sujet qui saisit l'objet. Donc il y aurait des choses. Il y aurait des choses qui ne seraient pas des choses phénoménales puisqu'elles n'apparaîtraient à personne, à rien. Donc la conscience, elle est condition d'existence des phénomènes en tant que tels, en tant que phénomène, même si ce n'est pas en tant que chose. Et elle sera mieux étudiée par la méthode que met au point la phénoménologie, qui est la méthode de réduction, comme on l'avait très très rapidement évoqué la dernière fois. La méthode de réduction qui s'appelle phénoménologique, c'est une méthode de suspension de tout ce qui n'est pas strictement la relation de la conscience au phénomène. Donc, suspension, en grec c'est époché, c'est comme ça que dans l'extrait suivant vous avez le terme époché. Ça vient du verbe vraiment tenir au-dessus. Littéralement c'est tenir au-dessus. Donc on suspend tout ce qui fait l'individuation à la fois de l'objet qui est rencontré par la conscience et de cette conscience individuelle. Donc si une conscience appartient à un individu qui a toute une histoire et toute une série de particularités, hein, d'aspects, de qualités, on retire tout ça et on ne retient de cela que la conscience en tant que telle, c'est-à-dire donc que cette possibilité d'appréhension d'un objet. On retient que ça. Et de la même manière de l'objet, on le dépouille de tout ce qui n'est pas le simple fait qu'il apparaît. On ne retient de lui que son aspect phénoménal, que le fait qu'il apparaît, et on lui retire tout ce qui est particulier, temporel, dû aux circonstances ou à un état momentané. Et cette méthode permet donc d'épurer la relation entre la conscience et le phénomène, d'arriver à une conscience pure et à un phénomène pur. Et c'est cette conscience pure qu'on pourra étudier en tant que transcendantale. On pourra alors étudier en quel sens elle est vraiment condition du phénomène. Et Husserl oppose ce rôle transcendantal à une simple investigation psychologique de la conscience. Tout le temps, il essaie de se démarquer de la psychologie qui, elle, au contraire, étudie toujours le sujet en situation, le sujet avec toute son histoire, ses déterminations. La psychologie essaie toujours de comprendre pourquoi tel individu comprend les choses de telle manière. Donc justement, la psychologie a besoin de prendre l'individu comme un tout, avec toutes ses particularités, pour essayer de comprendre pourquoi il saisit quelque chose. Ou du moins, elle a besoin, si c'est une psychologie plus cognitive et pas spécialement clinique, si c'est une psychologie
cognitive en général, elle va se pencher en tout cas sur des types de relations, des types de relations avec les choses. Elle ne va pas se demander d'une manière générale qu'est-ce que c'est pour une conscience d'appréhender un phénomène. Donc toujours Husserl oppose l'investigation psychologique et l'investigation phénoménologique ou transcendantale. Et cette réduction ou suspension, il la met dans la continuité avec l'investigation de Descartes, avec ce que Descartes fait dans les méditations métaphysiques, avec, c'est-à-dire la certitude à laquelle Descartes arrive avec son cogito. Et c'est pourquoi une des œuvres de Husserl s'appelle Méditation cartésienne. C'est en fait une œuvre qui a été publiée à partir de conférences, de 4 conférences que Husserl a données à la Sorbonne en 1929, et dans lesquelles donc, il s'inscrit tout à fait explicitement dans la lignée des méditations de Descartes lui-même. Et il reprend de Descartes cette idée que pour avoir une connaissance claire et distincte, il faut commencer par éliminer tous les a priori qu'on a, enfin tous les préjugés qu'on a, toutes les circonstances particulières dans lesquelles on se trouve, et donc éliminer tout ce qui n'est pas certain. Et donc Descartes disait, je ne suis pas du tout certain qu'il y ait un monde extérieur, que je ne suis pas en train de simplement inventer un monde, je ne suis pas certain que j'habite vraiment un corps, est-ce que je suis vraiment un corps, peut-être que je me trompe, comme ces fous qui croient qu'ils sont des cruches, pourquoi je ne serais pas comme l'un d'eux, ou comme quand je rêve que je me déplace, que je vis des tas de choses et en fait je suis tranquillement dans mon lit. Donc qui me dit, je ne peux avoir aucune certitude sur toutes ces expériences. La seule certitude que j'ai, et donc c'est là qu'il a mis en suspens tout le reste, et tout ce qu'il garde comme seule certitude, c'est je sais que je pense. Et je sais, et il faut prendre que je pense dans le sens aussi large que j'ai dit tout à l'heure, l'intuition pour Husserl. Donc n'importe quoi qui m'arrive, de type que ce soit une perception, une imagination, une émotion, je ressens un plaisir, une douleur, une émotion, c'est bon aussi, une pensée, un souvenir, donc quoi que ce soit qui m'arrive, c'est, je ne peux pas dire que ce n'est pas. C'est parce qu'au moment où ça m'arrive, c'est quelque chose. Peut-être que je me trompe quand j'essaie d'identifier ce que c'est, mais sur le fait que c'est, je ne peux pas me tromper, ça existe. Cette image, elle existe, parce que je l'ai. Et de là seulement, il va tirer justement qu'il faut qu'il y ait un sujet par conséquent, que s'il y a toutes ces multiples intuitions possibles, il faut qu'il y ait un sujet de ces intuitions, et de là, il passe au jeu, à la certitude du jeu. Donc, Husserl reprend cette même idée de suspension, mais il va beaucoup plus loin, puisque ce jeu, comme je l'ai dit, il le dépouille de même son individualité. Il dit, mais qu'est-ce que c'est qu'un sujet en général ? Je peux trouver en moi ce qui est vrai de tous les sujets sentants, de tous les sujets percevants, et alors si on veut ajouter aussi la pensée, on dira de tous les sujets humains. Et donc ce qui est vrai universellement, dans la mesure où cette relation, c'est une relation ontologique, c'est une relation qui caractérise un certain type d'être. Voilà, donc je vous invite à lire un extrait de ces méditations cartésiennes. C'est un bon livre d'introduction. D'ailleurs, son sous-titre, c'est Introduction à la phénoménologie. Si vous cherchez un livre pour commencer, pour entrer dans Husserl, parce qu'il a une œuvre vraiment immense et très complexe, donc si vous cherchez à entrer par, disons, le moyen le plus pédagogique, il faut lire ça. C'est plutôt les méditations cartésiennes. Donc, l'époquet phénoménologique, la réduction ou suspension, telle que l'exige de nous la marche des méditations cartésiennes purifiées, donc méditation cartésienne purifiée, c'est-à-dire qu'on va plus loin que Descartes, on va jusqu'au sujet pur, ce que ne faisait pas Descartes, inhibe la valeur existentielle du monde objectif. Donc on commence par ne pas affirmer que le monde objectif existe, puisqu'on en doute, comme Descartes on en doute, donc on ne l'affirme pas a priori, on inhibe cette affirmation, et par là l'exclut totalement du champ de nos jugements. Voilà, on ne fait pas de jugement sur le monde, il existe ou pas, on ne fait pas de jugement au départ. Il en est de même de la valeur existentielle de tous les faits objectivement constatés par l'expérience externe, aussi bien que de ceux de l'expérience interne. Pourquoi est-ce qu'il fait cette distinction entre expérience externe et interne ? C'est parce qu'à côté de l'expérience donc, des objets, enfin du sensible que l'on perçoit,
Il y a une expérience interne qui est, par exemple, celle des émotions. Un plaisir que l'on éprouve, c'est une intuition interne. Ce plaisir ne vient pas de l'extérieur, on l'éprouve de l'intérieur. Mais en fait, c'est quand même une expérience, c'est quand même un vécu. Pour moi, sujet méditant, placé et persistant dans les poquets, et me posant ainsi comme source exclusive de toutes les affirmations et de toutes les justifications objectives, donc je me place moi comme source de toutes les affirmations et de toutes les justifications objectives. Tout ce que je pourrais attribuer à l'objet, ce sera à partir de la certitude de l'acte de conscience. C'est à partir de l'acte de conscience qui est indubitable, comme on l'a vu, exactement comme chez Descartes. L'acte de conscience, il est là, il est indubitable. C'est seulement à partir de là que je pourrais tirer un enseignement sur l'objet, que je pourrais dire quelque chose de cet objet qui est le contenu de cet acte. Je ne peux pas le faire autrement, sinon je sors de la méthode de certitude, en fait. Je sors de la construction pas à pas d'une certitude. Je suis dans le préjugé, quoi, la position non prouvée, si on veut, non vérifiée. Donc je serai moi la source de toutes les justifications objectives. Il n'est donc ni moi psychologique, ni phénomène psychique au sens de la psychologie, c'est-à-dire compris comme des éléments réels d'êtres humains psychophysiques. Donc c'est clair, je n'introduirai donc dans cette condition de l'objectivité, je n'introduirai rien de psychologique qui me concerne. Donc aucune affection, aucun jugement, aucune tendance que j'ai moi individuellement à considérer que ceci, cela. Voilà, j'écarte tout ça. Par l'époque phénoménologique, je réduis mon moi humain naturel et ma vie psychique, donc à la fois tout mon biologique et tout mon psychique, domaine de mon expérience psychologique interne, je le réduis à mon moi transcendantal et phénoménologique, qui sont à peu près synonymes ici en fait. À mon moi transcendantal, je me réduis à une simple capacité de recevoir des contenus de conscience. Je me réduis à une conscience. Domaine de l'expérience interne, transcendantale et phénoménologique. Alors remarquez ici cette curiosité que transcendantal est écrit avec un E à l'avant-dernière syllabe. Et ça, c'est très curieux. D'habitude, on l'écrit avec un A. Partout ailleurs, c'est écrit avec un A. Je ne sais pas pourquoi dans cette édition, bon, je l'ai laissé comme dans l'édition, curieusement, ils mettent un E. Bon. Sans doute parce qu'en latin, c'est transcendens, avec un E, mais bon. C'est juste une particularité, mais pour quand même que vous n'ayez pas l'impression qu'il y a un problème d'orthographe, mais en général, on trouve le A, un A-N. Même dans le dictionnaire, c'est avec un A-N, exactement. Ouais, ouais. Alors, poursuivons. Si le moi réduit n'est pas une partie du monde, moi, en tant que réduit, je ne suis pas une partie du monde. Alors ça, c'est vraiment important comme position. Donc, bien sûr que mon moi biologique, mon corps, est une partie du monde. Même mon moi psychique est une partie du monde, parce qu'il est fait de toutes les expériences que j'ai faites en confrontation avec le monde. Il est nourri du monde, il est une partie du monde. Mais le moi phénoménologique, le moi transcendantal, n'est pas une partie du monde, parce qu'il est la condition du monde. Il est la condition pour qu'il y ait un monde. Il est l'acte de position du monde. Sans cette conscience, n'oubliez pas qu'on part de la conscience comme seule certitude. On part de la conscience comme seule certitude. Et justement, on pouvait avoir cette certitude de la conscience parce qu'on ne disait encore rien du monde. Si on disait quelque chose du monde, c'était déjà un préjugé. On faisait une position de principe. On affirmait déjà ce qu'on ne savait pas, en fait, ce qu'on cherchait. Donc, sans rien poser du monde, on posait simplement l'acte de la conscience. Donc cet acte de la conscience ne fait pas partie du monde. Ce n'est pas quelque chose qu'on pose comme un objet. C'est la certitude qui est antérieure au monde, antérieure à toute manifestation, puisqu'elle est la condition de toute manifestation. Sans la conscience, il n'y a pas de manifestation. C'est vraiment cet acte de conscience ou ce vécu de conscience qui permet une manifestation et donc par là qui permet le phénomène et le monde comme ensemble des phénomènes. Le monde, c'est ça, c'est la totalité des phénomènes. Donc si le moi réduit, le moi transcendantal, n'est pas une partie du monde, de même, inversement, le monde et les objets du monde ne sont pas des parties réelles de mon moi. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, de la même manière, tout ce qui apparaît
n'est pas une partie de la conscience. La conscience, c'est cet acte de présence, de présentification de quelque chose, mais ce qui apparaît dans cette présentification, le contenu, n'en est pas une partie. Ce n'est pas une partie d'un acte. C'est le corrélat de l'acte, le corrélat n'est pas une partie de l'acte. On ne peut les trouver dans ma vie psychique à titre de partie réelle de cette vie, comme un complexus de données sensorielles ou d'actes psychiques. Donc vous voyez, au contraire, ce qui fait notre personnalité, ça, au contraire, on pourrait dire que ce sont des parties du monde, dans la mesure où ce sont des expériences qui nous viennent qui ont été vécues dans le monde. Cette transcendance appartient au sens spécifique de l'être du monde, encore que nous ne puissions donner à ce monde et à ses déterminations aucun autre sens que celui que nous tirons de nos expériences. Représentation, pensée, jugement de valeur et action. Donc, cette transcendance, attention, on est de nouveau dans transcendant et pas dans transcendantal, attention, c'est très important. La transcendance de quoi? La transcendance du monde. Le monde est transcendant par rapport à notre conscience parce qu'il n'en fait pas partie. Le monde n'est pas une partie de notre conscience. Le phénomène, chacun des phénomènes n'est pas une partie de la conscience puisque la conscience c'est juste l'acte. Et donc le monde est transcendant par rapport à la conscience au sens, vu tout à l'heure, de extérieur, de débordant. Le monde est autre chose, il déborde de la conscience. Donc cette transcendance du monde appartient au sens spécifique de l'être du monde. C'est-à-dire que ça fait partie de l'être du monde, c'est une manière de déterminer quel est l'être du monde, de dire qu'il est transcendant par rapport à la conscience. Parce qu'on peut déjà déterminer quelque chose du monde en disant « il n'est pas sur le même mode d'être que la conscience ». Donc on en dit déjà quelque chose de son être. Son être est tel qu'il est autre que la conscience. Donc ça fait partie de son être d'être transcendant par rapport à une conscience. Encore que nous ne puissions donner à ce monde et à ses déterminations aucun autre sens que celui que nous tirons de nos expériences. Donc, pour le moment, on ne peut encore rien en dire d'autre, on ne peut pas lui donner d'autre sens à ce monde que celui qui nous vient de nos différents actes d'intuition de ce monde. Ces différents actes, comme on l'a vu, donnent une certaine, j'ai envie de dire coloration, mais bien entendu c'est une métaphore, donnent un statut différent. Donne un statut différent à ce qui apparaît, selon qu'on en a une pensée, un jugement de valeur ou une action par rapport à ce monde. Une pensée et un jugement de valeur, ce n'est pas la même chose. Simplement penser une notion, c'est différent de la penser en ajoutant une valeur à cette notion, en disant je l'aime, ou elle m'importe, ou au contraire elle ne vaut rien, etc. Donc, ça, c'est déjà plus que la simple pensée de la notion. Donc, vous voyez, en fait, c'est l'acte de la conscience qui est différent dans ce cas-là. La notion pensée est toujours la même, mais l'acte de la conscience qui s'y réfère est différent. Il s'y réfère avec une autre intention, avec une autre visée, avec un autre statut. Mais pour le moment, c'est tout ce qu'on peut dire du monde. De même que nous ne pouvons justifier l'attribution à ce monde d'une existence évidente qu'en partant de nos propres évidences et de nos propres actes. Donc si ensuite on va arriver à dire que l'existence du monde est bien, se justifie bien, qu'il y a bien une existence indépendante de nous, ce sera de nouveau à partir de notre propre évidence. Donc ce sera à partir de l'être de la conscience qu'on pourra déduire l'être du monde. Et c'est à partir de l'existence de ces actes de conscience qu'on pourra dire il faut, pour rendre compte de ces actes de conscience, il faut que les objets existent bien, extérieurs à nous, transcendants par rapport à nous. Donc tout ça reste fidèle à cette méthode cartésienne de ne partir que de ce qui est absolument évident et à partir de là seulement déterminer le reste. Et donc on va tout déployer comme ça à partir de la conscience. Si cette transcendance, donc encore une fois du monde, cette transcendance d'inhérence irréelle appartient au sens propre du monde. Alors pourquoi est-ce qu'il peut dire transcendance du monde, d'inhérence irréelle? D'inhérence, c'est-à-dire que inhérence veut dire que c'est un contenu de la conscience. Le monde est inhérent à la conscience en tant qu'il se manifeste à elle. Dans une manifestation, le monde est inhérent à la conscience. C'est en tant qu'on a une donnée. En tant que c'est une donnée. Et il l'appelle irréel. Alors ça, c'est un choix qu'il assume parfaitement, qui justifie, mais qui est lourd de sens, puisque ça veut dire que
le corrélat de la conscience, qu'il appelle aussi le noème, n'est pas réel. N'est pas réel comme la conscience, elle, est réelle. Il est un opposé, il est autre chose, et donc par opposition, il l'appelle irréel. Alors ça ne veut pas dire qu'il est inexistant. Donc ici, il y a une distinction entre inexistant et irréel. Alors, le moi lui-même, qui porte le monde en lui à titre d'unité de sens, et qui par là même en est une prémisse nécessaire, ce moi s'appelle transcendantal au sens phénoménologique de ce terme. Le moi, donc, porte en lui le monde à titre d'unité de sens, c'est-à-dire que c'est le moi, c'est l'acte de la conscience qui donne un sens à tout ce qui apparaît. Tout ce qui arrive comme manifestation à la conscience, c'est elle qui lui donne un sens. C'est-à-dire c'est elle qui détermine, est-ce que ceci me met en présence d'objets, est-ce que ceci me met en présence d'une essence, est-ce que ça me met en présence d'un souvenir. Et donc le sens qu'on donne à l'objet, c'est la conscience qui le donne. Donc elle est bien unité de sens. Alors pourquoi unité? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, parce qu'il y a une multiplicité de manifestations qui arrivent constamment dans ce flux, puisque le flux est incessant. Et c'est aussi, donc la conscience donne à la fois sens à chacune des manifestations et à leur ensemble, donc à l'unité. Donc la conscience, c'est une prémisse nécessaire. La conscience, il faut la poser d'abord, comme on pose d'abord une prémisse du raisonnement avant de pouvoir déduire le reste. C'est au sens logique, la prémisse, c'est ce dont on peut déduire ensuite le reste. Et oui, la conscience, il faut la poser d'abord, et de là, on aura la certitude du reste, donc elle est transcendantale au sens de condition de possibilité de tout le reste. Donc voilà la démonstration phénoménologique de la certitude de la conscience, et à partir d'elle, de ce qu'on peut dire de l'être du monde comme phénomène. Alors, c'est pas... non, effectivement, c'est pas évident, mais c'est la seule manière, si vous voulez, de ne pas faire des affirmations invérifiables. Voilà. Seule manière de ne pas faire de l'invérifiable et de ne pas non plus se contenter, comme Husserl le signale bien, parce qu'il s'intéresse beaucoup aux sciences, notamment en mathématiques, il s'y connaissait bien. Il dit que c'est une manière aussi de ne pas se contenter de ce que connaissent les sciences dites régionales. Donc les sciences qui étudient une région du monde en particulier, que ce soit du monde physique ou du monde mathématique. Ces sciences-là, elles prennent leur objet sans s'interroger sur son statut, elles le prennent comme tel, ou même elles l'axiomatisent même parfois même elles posent leurs propres objets comme font certains domaines des mathématiques. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas d'interrogation sur le statut ontologique de ces objets. On ne se demande pas de quelle manière ils existent. On les prend comme existants et puis c'est tout. Après, on cherche à leur attribuer des qualités, des fonctionnements, c'est tout. Donc c'est en ça aussi que pour Husserl, la philosophie, en tant qu'elle doit, si elle veut avancer, adopter une méthode phénoménologique, c'est en ça que la philosophie est tout autre chose que les sciences positives ou régionales. Elle est une toute autre démarche et en même temps, elle est d'une certaine manière condition et fondatrice pour toutes les autres sciences puisque elle seule va justement justifier l'être des objets que les autres ne font que supposer et justifier aussi que la conscience a bien à faire avec ces objets. Donc elle va justifier la possibilité d'une connaissance. C'est quand même à ça que finalement vise Husserl. Donc elle est vraiment fondatrice par rapport aux autres sciences, la philosophie phénoménologique. Donc voilà, c'est une démarche vraiment nécessaire. Alors d'autre part, on a déjà vu que la conscience peut donner des statuts différents à ces objets, et c'est ce que Husserl va appeler l'intentionnalité. L'intentionnalité, donc c'est à la fois le fait que la conscience n'est jamais vide, mais c'est toujours l'acte de saisir un certain objet, c'est toujours une intuition de quelque chose, peu importe quoi. Donc à la fois ça c'est l'intentionnalité et aussi le fait que ce phénomène, cette intuition de la conscience peut avoir des statuts différents, peut avoir la conscience peut lui donner des réalités différentes. Donc on peut lire je continue toujours à la lecture, l'extrait suivant. Il est une chose que l'Épokée, concernant l'existence du monde, ne saurait changer. C'est que les multiples cogitationes, donc les multiples objets du cogito, qui se rapportent au monde, portent en elles-mêmes ce rapport. Donc,
l'époquet concernant l'existence du monde, ça veut dire qu'on a suspendu provisoirement le jugement que le monde existe. C'est ça, hein, l'époquet, c'est la suspension du jugement disant que le monde existe. On a suspendu ça, mais ça ne change rien au fait que toutes les intuitions que nous avons sur le monde portent en elles-mêmes ce rapport. C'est-à-dire que toutes les intuitions que nous avons sur le monde, ce sont bien des intuitions du monde. Ça n'aurait aucun sens de dire que ce sont des intuitions de rien. Hein. Ce n'est pas des intuitions de rien, c'est des intuitions de phénomènes, donc c'est des intuitions de monde. Elles portent en elles ce rapport. Donc, chaque fois qu'on a un acte de conscience, une intuition, quelque chose qui se donne, qui est contenu dans la conscience, c'est toujours ça comprend un rapport, en fait. Dans cet acte, on peut distinguer ce qui est de l'ordre de la conscience qui saisit et ce qui est de l'ordre du contenu saisi. On peut faire cette division logique, cette opposition logique au sein de l'acte entre le versant, si vous voulez, actif et le versant passif, même si ce sont des termes qu'il vaut mieux éviter hein, pour une série de raisons, mais on peut dire ce qui, dans l'acte, est du ressort de la saisie et ce qui est le contenu, à chaque fois changeant, de cette saisie. La conscience, elle peut saisir, intuitionner une multiplicité de choses différentes, et donc chaque fois on peut distinguer l'intuitionner lui-même, le fait même d'intuitionner quelque chose, et la chose qui chaque fois est intuitionnée, qui est chaque fois différente. Vous voyez ? Donc c'est important de pouvoir dissocier les deux, puisque une multiplicité d'intuitions viennent chaque fois remplir la même conscience. Donc on distingue donc l'intuitionner lui-même de ce qui est intuitionné. Donc le rapport entre les deux fait partie de la conscience. Chaque fois qu'on a un acte, on se rapporte à quelque chose. Chaque acte d'intuition, donc chaque pensée ou perception ou imagination, est un ensemble de un intuitionné qui se rapporte à un objet, un ensemble de l'acte et de l'objet, de l'intuitionné et de son objet. Donc le rapport est porté dedans. Dès qu'on a la conscience, on a un rapport. Tout de suite, cette conscience est en rapport avec quelque chose. C'est en fait, il suffit d'en faire l'expérience, hein, d'essayer de s'imaginer soi-même ce que ça donne, se dire, voilà, je prends n'importe quel vécu de conscience, hein, n'importe quelle intuition qui me passe par la tête. Et comment est-ce que je saisis ce qui se passe, cet acte qui se passe en moi ? Je sais bien qu'il me met en rapport avec quelque chose. Je me distingue, moi, comme conscience, hein, donc indépendamment du fait que je suis tel corps, etc. Donc ça, j'ai éliminé toute ma vie psychique, mais le fait que je me rapporte à la chose, justement, est distinct de la chose à laquelle je me rapporte. Vous voyez, donc dès que vous saisissez quelque chose, vous pouvez dissocier cette saisie de ce contenu, et vous savez en même temps que vous vous rapportez à quelque chose. Il est impossible de faire l'expérience inverse. Si on essayait de se dire, je vais essayer d'avoir une conscience vide, une conscience de rien. Alors, sauf si justement vous vous fixez sur rien. Alors vous allez encore prendre le rien comme un mot, comme une notion, et essayer d'éliminer des choses, donc vous aurez encore conscience de quelque chose en faisant ça. Mais essayez d'avoir conscience de rien, le vide total. Ça, c'est l'inconscience. Vous n'avez ce vide total que quand vous êtes endormi, sans rêve, etc. On ne peut pas l'avoir autrement. Donc dès qu'il y a conscience, il y a un rapport à quelque chose. La conscience, c'est un rapport à quelque chose. D'accord ? Donc elle porte son rapport en elle. Voilà. Donc on peut être d'accord, je pense, avec ce texte. Où est-ce que j'étais ? Il est une chose que les époques ne peuvent changer, ainsi par exemple... Ah oui, voilà, oui, on est tout au début. Hein. Ainsi par exemple, la perception de cette table est avant comme après perception de cette table. Hein. La perception de cette table est bien perception de cette table, c'est-à-dire qu'elle est bien rapport à quelque chose qui est une table. Ainsi, tout état de conscience en général est en lui-même conscience de quelque chose, quoi qu'il en soit de l'existence réelle de cet objet, et quelque abstention que je fasse dans l'attitude transcendantale qui est mienne, de la position,
de cette existence et de tous les actes de l'attitude naturelle. Donc, quoi qu'il en soit, on ne dit pas encore de quelle manière ça existe ou si ça existe, mais en tout cas, c'est déjà un rapport à quelque chose. Par conséquent, il faudra élargir le contenu de l'ego cogito transcendantal, lui ajouter un élément nouveau et dire que tout cogito, ou encore tout état de conscience, vise quelque chose, et qu'il porte en lui-même en tant que visée, en tant qu'objet d'une intention, son cogitatum respectif. Donc on peut ajouter, comme une nouvelle certitude, que tout cogito porte en lui-même son cogitatum, son objet pensé, comme ce qui est visé par lui. Alors attention ici, visé ou intention, dans intentionnalité, il ne faut pas le comprendre dans un sens trop courant, c'est-à-dire c'est pas que nécessairement on est dirigé vers, enfin si on est dirigé vers, mais c'est pas au sens d'une volonté. C'est pas qu'on veut que la conscience veut son objet. Parce que quand elle a une perception, par exemple, c'est pas nécessairement volontaire. Donc c'est pas une intention ou une visée au sens d'une volonté, d'un désir d'aller vers. C'est pas dans ce sens-là. C'est simplement que elle est immédiatement rapportée à quelque chose. Elle est immédiatement orientée vers quelque chose. Elle n'existe pas sans une orientation vers un objet. Elle n'existe pas sans la relation à un objet. Donc c'est simplement ça que veut dire l'intentionnalité. C'est un peu vite sur la phrase précédente, et il dit la position de cette existence. Alors, est-ce que j'ai bien compris précédemment, tu as parlé des sciences positives. Quand on dit sciences positives, c'est celles qui posent leur objet, c'est bien ça que ça veut dire. C'est celles qui ne mettent pas en question l'existence de l'objet. Quand on dit la mathématique, elle est axiomatique, donc elle pose. Là, on utilise en mathématiques, posons, etc. Mais même en physique, par exemple, quand on étudie l'univers, on ne se demande pas si l'univers existe. C'est dans ça qu'elle est positive, parce qu'elle pose l'objet. Après, elle l'analyse, mais elle ne pas questionne son existence. C'est-à-dire qu'on pourrait le justifier comme ça, mais sauf que l'expression elle est antérieure en fait à cette... l'expression science positive est antérieure à toute cette théorie. C'est-à-dire qu'on utilise de manière beaucoup plus habituelle l'expression science positive pour dire des sciences qui observent et, et permettent de donner des affirmations sur des objets. Sont simplement affirmatives par rapport à leur objet, au sens commun. Science positive, c'est au sens commun. Alors ici ça c'est important, et c'est ce qu'on va développer maintenant, c'est-à-dire que c'est le sens de l'intentionnalité que la conscience pose son objet. C'est-à-dire qu'elle ne le pose pas évidemment au sens où elle le crée, ou bien le produit ou l'invente, c'est pas du tout dans ce sens-là, ni au sens où elle affirmerait arbitrairement qu'il existe, comme on ferait dans une science axiomatique, effectivement. Elle ne le pose pas du tout comme on pose un axiome, comme point de départ pour ensuite déduire. C'est pas du tout dans ce sens-là, c'est simplement qu'elle le pose comme objet, et objet, ça veut dire justement poser en face. Ob, c'est en face, et jet, ça vient de... qui se trouve en face. Donc la conscience, en se rapportant à un objet, elle dit que cet objet est posé en face d'elle. Elle l'identifie comme quelque chose qui est posé en face d'elle, c'est-à-dire qui n'est pas elle, comme quelque chose avec quoi elle est en rapport, qui n'est pas elle. Et donc c'est simplement à cause du fait que c'est ça que signifie l'objet, en fait. L'objet, ça signifie être posé en face. Et donc la conscience pose son objet en identifiant que donc tous ces contenus d'intuition qu'elle a sont autre chose qu'elle, avec quoi elle a un rapport. C'est ça poser l'objet. C'est ça poser l'objet. Donc chaque cogito du reste le fait à sa manière. Ça c'est ce qu'on avait vu dans le sens où le cogito, donc l'intuition en général, donne des sens différents à différents objets. La perception de la maison vise, c'est-à-dire se rapporte à une maison, ou plus exactement, telle maison individuelle, de la manière perceptive. Donc quand l'intuitionné de la conscience est une perception, c'est qu'elle se rapporte à la maison de manière perceptive. C'est-à-dire que dans ce remplissage qui est l'image de la maison, il est contenu le renseignement, l'information, ceci est un corps extérieur, sensible, que je perçois par mes organes perceptifs. Tout ça, c'est déjà dans l'acte qui se rapporte à lui. L'acte perçoit la maison en sachant que c'est une perception et pas autre chose. Alors, bien entendu, il peut y avoir des erreurs.
Il peut y avoir des erreurs, soit des erreurs de vision elle-même, soit le fait de confondre une vision avec une hallucination, etc. Donc ici, on ne prend pas position sur le fait que ce soit toujours vrai. Mais ce qui est vrai en tout cas, c'est que la conscience doit toujours accompagner son contenu du statut de ce contenu. Chaque fois qu'elle a conscience de quelque chose, c'est en tant que perception ou autre chose. Donc on n'hésite pas, on ne doute pas de ça non plus. Donc il se peut que la perception soit fausse, mais il n'empêche qu'on la ressent comme une perception. On la vit comme une perception. Donc on vit différemment des objets de perception et des objets, par exemple, d'imagination ou de souvenir. Donc la suite, voilà, ça parcourt les autres possibilités. Le souvenir de la maison vise la maison comme souvenir. Donc quand on a une maison comme remplissage d'un intuitionné, et que c'est une maison dont on se souvient, on le sait. Immédiatement, on sait que c'est un souvenir. On ne le confond pas avec une maison qu'on verrait à ce moment-là devant nous. On ne le confond pas, même si en fait c'est la même image. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est la même image. Que vous ayez une maison devant laquelle vous êtes à un certain moment et qui est une vraie vision, ou que vous ayez le souvenir de cette maison qui vous réapparaît au moment où vous n'y êtes plus, c'est la même image. Bon, vous allez me dire, oui, le souvenir peut être un petit peu déformé, etc. Mais il peut aussi être exact. Mais en fait, vous savez que c'est un souvenir. Immédiatement, au moment où il apparaît comme souvenir. Il apparaît en tant que souvenir, il n'apparaît pas en tant que vision. Donc ça, c'est important de savoir que voilà, c'est dans la conscience elle-même déjà. Un jugement prédicatif ayant pour objet la maison placée là devant moi, donc la maison comme objet, la vise de la façon propre au jugement prédicatif. Donc je peux à ce moment-là lui attribuer une propriété. Un jugement de valeur surajouté la viserait encore à sa manière, et ainsi de suite. Ces états de conscience sont appelés états intentionnels. Ce sont des états intentionnels, c'est-à-dire qu'en même temps, donc, la conscience est toujours dirigée vers un objet, et toujours en sachant, sans devoir réfléchir, sans devoir vérifier d'une autre manière par un autre acte, en sachant dès cet acte-là s'il s'agit d'un acte de perception ou de souvenir ou d'un autre acte. Le mot intentionnalité ne signifie rien d'autre que cette particularité foncière et générale qu'a la conscience d'être conscience de quelque chose, de porter en sa qualité de cogito son cogitatum en elle-même. Voilà. Et la suite, c'est ce que Sartre en fait. Alors, donc on va voir à quel point Sartre est redevable à Husserl sur toute cette théorie-ci. Donc on va encore voir le texte de Sartre. Maintenant, ça va vous sembler très facile puisque c'est de la reprise de la même théorie. Toute conscience, donc là on est dans l'être et le néant, toute conscience, Husserl l'a montré, est conscience de quelque chose. Cela signifie qu'il n'est pas de conscience qui ne soit position d'un objet transcendant. On retrouve tous les termes qui sont importants, qui sont précis. Position de l'objet comme autre que la conscience, qui vient la remplir, d'un objet transcendant, c'est-à-dire extérieur, qui la déborde, qui n'est pas seulement elle. Ou, si l'on préfère, que la conscience n'a pas de contenu. Alors, ici, on a l'impression qu'on dit plutôt l'inverse, qu'on avait toujours dit que la conscience, elle a des contenus. Ce qui veut dire, c'est que la conscience n'a pas de contenu en elle-même, par elle-même. La conscience n'est pas déjà un contenu, elle est juste l'ouverture à un contenu. C'est ça qui veut dire. Donc, en elle-même, la conscience n'a pas de contenu. Elle doit justement être tournée, orientée vers un contenu autre. Donc, en elle-même n'a pas de contenu. Une table n'est pas dans la conscience, même à titre de représentation. Une table est dans l'espace, à côté de la fenêtre, etc. L'existence de la table, en effet, est un centre d'opacité pour la conscience. Il faudrait un procès infini pour inventorier le contenu total d'une chose. Ce qui veut dire ici, quand il dit « même à titre de représentation, la table n'est pas dans la conscience », ce qui veut dire par là, alors que bon, d'une certaine manière, la conscience est conscience de la table, donc la table est d'une certaine manière le remplissage de la conscience, mais elle n'est pas dans la conscience au sens où la totalité des aspects de la table qui sont possibles, qui sont possiblement saisissables, n'est pas dans la conscience. C'est-à-dire parce qu'il faudrait une conscience infinie, mais simultanément. Il faudrait que simultanément, on ait l'infinité de ces aspects
comme remplissage de la conscience. Donc ce n'est pas la table qui est dans la conscience. Donc même à titre de représentation, donc c'est évident que ce n'est pas l'objet matériel qui est dans la conscience, bon ça on avait compris depuis longtemps, mais ce n'est pas non plus la représentation de tous les aspects totaux de la table. Ça ne pourrait pas être ça. On ne peut pas avoir tout ça dans la conscience parce que c'est infini, justement. Hein, on ne peut pas saisir cette infinité d'aspects d'une simple table en même temps, ni même d'ailleurs successivement, il faudra un temps infini. Donc, ce n'est pas à ce titre-là que la table est dans la conscience. Hein, quand on a conscience d'une table, elle se donne autrement que l'objet n'est réellement. L'objet possède en lui-même son infinie possibilité d'être inventorié, son infinité d'esquisses, mais quand on le saisit, ce n'est pas en tant que cette totalité. Ce n'est pas tout l'objet qui s'y trouve. L'existence de la table est un centre d'opacité pour la conscience. Cette opacité, c'est dû au fait justement qu'il y en a une infinité d'aspects. La table en elle-même, elle nous est opaque parce que nous ne pouvons pas saisir ensemble l'infinité de ces aspects. Introduire cette opacité dans la conscience, ce serait renvoyer à l'infini l'inventaire qu'elle peut dresser d'elle-même, faire de la conscience une chose et refuser le cogito. Si la conscience devait saisir ce qu'est réellement la table dans toute sa totalité, la conscience s'identifierait en fait à cette table et on n'aurait plus cette distance, cette distinction entre la saisie, l'intuition, l'acte et la table. La première démarche d'une philosophie doit donc être pour expulser les choses de la conscience et pour rétablir le vrai rapport de celle-ci avec le monde, à savoir que la conscience est conscience positionnelle du monde, hein, donc conscience qui pose le monde comme objet. Donc la première chose, c'est d'expulser tout ça de la conscience. La conscience ne pourrait pas être l'infinité des choses. Si la conscience était l'infini simultanément, ça l'empêcherait d'être conscience. Ça l'empêcherait de passer intentionnellement d'une manifestation à l'autre. Ça l'empêcherait de saisir vraiment chaque aspect dans une intentionnalité. Ça l'empêcherait d'avoir un rapport précis à chaque manifestation. Elle serait elle-même compacte, hein, opaque. Elle serait le tout. Et donc elle ne serait plus elle-même. Bon, voilà comment Sartre insiste sur cette nécessaire extériorité de l'objet. Est-ce qu'il y a pardon de sens à cette construction doit donc être pour expulser les choses qu'on attendrait être d'expulser Oui. en français. Et oui, c'est écrit comme ça. Effectivement, parfois les meilleurs d'entre nous s'expriment un peu bizarrement. Non, c'est vrai, effectivement, j'avais remarqué, mais j'avais remarqué, effectivement, je suis allée vérifier, mais c'est comme ça qu'ils s'expriment. Mais vous avez raison, donc la démarche de la philosophie doit être d'expulser. Hein. Alors, toute conscience est positionnelle en ce qu'elle se transcende pour atteindre un objet. Hein, donc, toute conscience est positionnelle, c'est-à-dire en tant qu'elle pose son objet. Elle pose son objet en se transcendant, c'est-à-dire en sortant d'elle-même, hein, en sortant d'elle-même pour dire mon objet est devant moi, à l'extérieur. Et elle s'épuise dans cette position même, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'autre contenu que cette position d'un objet, hein, elle n'a pas d'autre contenu. Tout ce qu'il y a d'intention dans ma conscience actuelle est dirigé vers le dehors, vers la table. Toutes mes activités judicatives ou pratiques, toute mon affectivité du moment se transcende, vise la table et s'y absorbe. Donc au moment où j'ai une perception, je suis entièrement absorbée dans cette perception, du moins si on est dans une perception, comme on avait vu tout à l'heure chez Husserl, qui est actuelle et non pas inactuelle. Donc on voit bien maintenant, je vais conclure là-dessus, que la conscience n'invente pas ces objets, qu'elle les reconnaît autres qu'elle et qu'en ce sens elle les pose, qu'elle se transcende en le faisant, c'est-à-dire qu'elle sort d'elle-même, que l'objet est transcendant par rapport à la conscience, c'est-à-dire extérieur. Et dans la transcendance de l'ego, hein, je vous avais dit que Sartre avait écrit un petit opuscule déjà avant L'être et le néant qui s'appelle La transcendance de l'ego. Remarquez bien que Sartre ne dit pas que l'ego est transcendantal, hein, comme on a vu qu'il l'était à la suite de Kant, mais que l'ego est transcendant. L'ego aussi est transcendant. C'est-à-dire que on a vu pourquoi l'objet est transcendant en tant qu'extérieur à la conscience, mais l'ego, c'est-à-dire la conscience,
est elle-même aussi transcendante, en ce sens que, et ça c'est Sartre qui l'ajoute, en ce sens que pour poser son objet, elle se met elle-même au-delà d'elle-même. Elle sort d'elle-même, ça veut dire qu'elle se dépasse elle-même. Ça veut dire qu'elle est capable, justement, de sortir d'elle-même pour aller à la rencontre d'autre chose. Elle n'est pas enfermée en elle-même. Donc on sent qu'elle se dépasse vers autre chose, elle se transcende. Et Sartre en tirait immédiatement une conclusion, disons, pratique ou existentielle, qui était que quand je me retourne sur moi-même pour analyser ce que je suis en train de faire, et que donc j'ai une conscience réflexive, quand je me retourne sur moi-même et que je me demande ce que je fais, ou que je juge ce que je fais, le moi que je juge ainsi, en même temps est moi et n'est déjà plus moi. C'est-à-dire que le moi qui regarde celui qui vient de faire quelque chose est en même temps le même et déjà autre. Donc ça veut dire à chaque instant nous sommes autres que nous-mêmes. Et ça c'est une théorie à laquelle Sartre tient beaucoup. À chaque instant nous sommes autres que nous-mêmes parce que ce sont nos actes qui nous font. Nous n'avons pas d'autre être que nos actes. Et donc notre être se modifie constamment au fur et à mesure que nous faisons des actes, même les plus anodins. Donc, pardon ? C'est aussi un peu la philosophie Montaigne. De Montaigne ? Oui, c'est ça, le fait que, bon, bien sûr, le fait de se construire soi-même, etc. Mais ici, c'est vraiment analysé au sens de à chaque instant, du fait que la conscience est tout le temps obligée de sortir d'elle-même, de ce fait. Je me dépeins chaque instant différent. Voilà. C'est ça. Alors, c'est la même chose. Donc, à chaque instant, je suis déjà transformée. Donc, la conscience réflexive, c'est bien un dédoublement de la conscience. La conscience réflexive, c'est un dédoublement où je me prends pour objet. Il y a un je-sujet qui regarde le je-objet, ou qui analyse, ou qui juge le je-objet. Mais ce dédoublement qu'on appelle la réflexion, conscience réflexive, ce n'est pas, et ça c'est vraiment important, ce n'est pas la même chose que la conscience dont on parle jusqu'à maintenant, c'est-à-dire la conscience qui intuitionne un objet. C'est autre chose. Lorsque la conscience se rapporte simplement à un objet intuitionné, lorsque simplement elle perçoit quelque chose ou elle pense quelque chose, elle n'est pas réflexive. Elle n'est pas réflexive. Et ça, c'est vraiment très important parce que pourtant on dit j'ai conscience de la salle, j'ai conscience de la salle, j'ai conscience de chacun des auditeurs, j'en ai conscience au sens de je les vois. Mais cette conscience n'est pas réflexive. Je ne me dis pas je les vois. Si je me dis je les vois, en fait, c'est un autre acte. C'est l'acte de se dire, justement. C'est un autre acte, en plus, qui vient redoubler l'acte de voir. Mais le simple acte de voir n'est pas réflexif. Même chose quand on lit. Si on lit un texte, ce n'est pas du tout la même chose que de se dire « je lis un texte ». Si je dis « je lis un texte », je ne lis plus au moment où je dis ça. Je ne lis plus. Donc, pour me dire que je fais quelque chose, je ne suis déjà plus dans cet acte-là. Ça, c'est la conscience réflexive. En revanche, quand je lis un texte, je suis évidemment conscient de ce que je lis. Je suis conscient de ce que je lis. Et donc, on peut bien parler d'une conscience, mais c'est une conscience d'objet. Ce n'est pas la conscience de la conscience. Et donc, cette conscience alors, Sartre ajoute, et vraiment là, je terminerai là-dessus, mais ça forme un tout. Sartre ajoute alors qu'il faut bien comprendre que la conscience d'un objet est en même temps, cependant, conscience d'elle-même, non pas au sens réflexif, mais au sens pré-réflexif, comme il dit, mais au sens où forcément elle est inclue dans cet acte de saisie. Donc je lis ce petit extrait. Pourtant, la condition nécessaire et suffisante pour qu'une consciente connaissante soit conscience de son objet, c'est qu'elle soit conscience d'elle-même comme étant cette connaissance. Donc consciente d'elle-même, non pas au sens d'un deuxième acte qui vient après le premier, mais que dans cet acte, elle saisit, si vous voulez, la synthèse. En fait, ce qu'elle saisit, la conscience, c'est la synthèse entre elle, comme sujet, et l'objet qu'elle connaît. L'objet qu'elle connaît, que connaît la conscience, c'est pas n'importe quel objet, c'est l'objet saisi par elle. Donc d'une certaine manière, l'objet constitué par elle. La saisie n'est pas la même chose que la chose, comme on l'a vu. Puisque la saisie de la chose transforme la chose en une donnée. C'est ça qu'on a vu. Ça transforme la chose en une donnée. Donc
cette transformation, elle est bien opérée par quelque chose. Donc au moment où j'ai une intuition, en fait, j'intuitionne à la fois l'objet et l'intuition de l'objet. Donc, terminons. Cela ne suffit certes pas pour me permettre d'affirmer que cette table existe en soi, mais bien qu'elle existe pour moi. Donc, on n'est pas encore à pouvoir se prononcer sur l'en soi des choses, mais on peut déjà se prononcer sur le fait qu'il y a une table pour moi, c'est-à-dire un phénomène. Hein, c'est ce que signifie phénomène. Cette conscience spontanée de ma perception est constitutive de ma conscience perceptive. En d'autres termes, toute conscience positionnelle d'objet est en même temps conscience non positionnelle d'elle-même. Toute conscience positionnelle d'objet, hein, on a vu pourquoi elle s'appelait comme ça, est en même temps conscience d'elle-même, c'est-à-dire que je peux dire je, en fait. Hein. Au fond, autant revenir à Descartes, je peux dire je. Hein. Je ne suis pas obligée de dire il pense, ou ça pense, ou bien pense tout seul, je peux dire je, parce que je sais que c'est moi. Hein. Chaque fois que j'ai un acte, je sais que c'est moi qui ai cet acte. Je n'en doute pas non plus. Donc c'est ça en fait la conscience, elle est conscience d'elle-même dans ce sens-là. Vous pouvez passer peut-être pour illustrer encore ça de manière plus familière par un plaisir par exemple, une émotion agréable. Si vous ressentez un plaisir, ben, il est évident que ce plaisir qui remplit la conscience, il est rapporté à soi. J'éprouve du plaisir, c'est bien moi qui l'éprouve. Ça n'aurait pas de sens sinon. Hein. On ne pourrait pas dire que j'éprouve si justement il n'y a pas à la fois conscience de ce qui reçoit et du plaisir lui-même. Même chose pour... en fait, Aristote, déjà, il essaye d'exprimer ça en disant il est impossible quand on sent de ne pas sentir qu'on sent. Quand on sent qu'on sent. Alors ça l'ennuyait ce dédoublement, il essayait de l'exprimer par un autre mot que sentir, puisque ce n'est pas vraiment un sentir du sentir, c'est autre chose, ben, c'est le mot conscience, hein. C'est ça qu'il cherchait. Et il disait par exemple un souvenir, se souvenir de quelque chose, c'est précisément être soi-même en rapport avec la chose souvenue. Hein, donc en fait on tient ensemble soi-même et la chose. Et voilà donc ce qui éclaire cette formule un petit peu célèbre, hein, toute conscience positionnelle d'objet est en même temps conscience non positionnelle d'elle-même. Donc ce n'est pas la conscience réflexive, et pour bien montrer que ce n'est pas la conscience réflexive mais une conscience immédiate en un seul acte, Sartre propose de l'écrire conscience de soi mais avec le de entre parenthèses, pour éviter qu'il y ait ce dédoublement que le langage rend obligatoire, mais qui en réalité est un seul et même acte. C'est la conscience soi, hein, c'est la conscience soi, mais on est obligé de dire de soi en train de sentir un objet. Voilà, donc dorénavant, il utilisera cette expression-là, et c'est ça aussi qu'il appelle l'être transphénoménal de la conscience. C'est-à-dire que la conscience n'est pas elle-même un phénomène, la conscience n'est pas elle-même un objet, elle est ce qui intuitionne tous les objets, et donc n'étant pas elle-même un phénomène, il l'appelle transphénoménal. Bon, alors transphénoménal, on a déjà vu qu'on pouvait dire aussi transcendantal, hein, bon, tout ça ce sont des divers termes pour exprimer le même être, hein, cet être particulier de la conscience. Voilà, excusez-moi si j'ai un peu abusé du temps. Oui. Pour revenir sur un petit point que vous avez abordé rapidement, qui est la notion d'évidence. Parce que il y a une partie des phénoménologues, comment dire, notamment des psychiatres, qui parlent pour la maladie de perte de l'évidence naturelle. Or, c'est typiquement j'essayais de comprendre. Et puis sur quelque chose qui est dans la formation de la conscience chez l'enfant, c'est-à-dire que ce qu'on apprend notamment en psychanalyse, c'est que quand l'enfant naît, quand le petit homme naît,
on ne peut pas parler de conscience au moment où, par exemple, il ressent des tiraillements. Si personne d'autre ne vient lui dire ce tiraillement a ce sens-là, en lui donnant un livron, il ne sait pas que c'est la fin. Donc à ce moment-là, il ne peut pas percevoir. Voilà, c'est des deux points. C'est un peu compliqué. Mais... Non, mais c'est des choses tout à fait fondamentales en effet. Et l'attitude naturelle, je n'en ai pas parlé. Il y a énormément de choses dont on n'a pas le temps de parler, mais c'est très bien que vous m'interrogiez là-dessus. Effectivement, l'attitude naturelle, c'est un réalisme naturellement, spontanément. Nous sommes dans le réalisme par rapport au monde, c'est-à-dire nous ne doutons pas spontanément que le monde existe. Nous nous mouvons parmi les objets avec l'évidence qu'ils existent et en plus qu'ils existent comme des corps et toute une série d'évidences selon lesquelles on ne peut pas les traverser. En fait, toutes les propriétés des objets, on en a vite, très très vite acquis. L'enseignement pratique, je veux dire ce qu'il faut pour tout simplement se mouvoir parmi eux. Donc l'attitude naturelle, c'est l'évidence sensible. On tient pour évident que ce qu'on sent, ce qui nous arrive par les sens, est réel, est corporel, et que nous-mêmes nous sommes un corps qui se meut parmi d'autres corps. Donc ça c'est l'attitude naturelle. Et effectivement l'époque phénoménologique, c'est une suspension de l'attitude naturelle, puisqu'on se met à douter. Mais on le fait volontairement, on le fait méthodiquement, comme Descartes le faisait. C'est-à-dire c'est complètement maîtrisé comme processus de pensée. Et c'est tout différent de, justement, quelqu'un qui souffrirait de ce doute, mais sans pouvoir le maîtriser. C'est-à-dire quelqu'un qui perdrait cette évidence du monde sensible, et donc, mais qui le perdrait vraiment, c'est-à-dire qui... serait débordé par ça, qui n'aurait plus la capacité de se rassurer, de retrouver l'évidence. Alors, je ne sais pas, le diagnostic, comment dire, précis, peu importe un peu le... C'est difficile de saisir la notion d'évidence. Mais c'est sûr que c'est certain que c'est une pathologie et une souffrance de perdre l'évidence. C'est cette notion d'évidence qui c'est vraiment la spontanéité, quoi. L'évidence, elle exprime cette confiance. Voilà, c'est une confiance spontanée, non interrogée, qui n'a jamais été interrogée. Le fait que c'est une évidence antérieure, effectivement, à la démonstration ou au doute. Et alors, quant à l'expérience du nouveau-né ou même de l'enfant en gestation, non. Alors, d'après la théorie de la conscience saisissant quelque chose, peu importe, à partir du moment du développement de l'embryon où il y a sensation, il y a conscience de sensation. Il y a conscience de sensation, au sens de cette conscience évidemment non réflexive et qui est simplement le fait d'intuitionner quelque chose. Le fœtus, disons, dès qu'il a les organes sensoriels, il sent des choses. Et donc, cette sensation ne lui est pas inconsciente. C'est-à-dire, ça lui arrive vraiment, ça ne lui échappe pas. Ça ne lui échappe pas qu'il a un toucher de liquide, qu'il peut sucer son pouce, enfin. Et ensuite les épreuves physiologiques qu'il va ressentir, la faim par exemple, bien entendu, il est incapable de comprendre ce qu'elle est, mais il la ressent. Bien entendu, elle ne lui échappe pas. Il en est conscient. Il est bien sûr conscient de cette douleur, de cette émotion. Et des intuitions, je pense. C'est une intuition, mais c'est intuition au sens large. Il vaut mieux peut-être éviter le sens courant du terme qui évoque une sorte de manière de deviner quelque chose. Mais ce qu'on dit dans la relation d'objet, c'est que s'il n'y a pas un autre qui vient donner sens à cette sensation, il n'y a pas de construction possible, justement, du sujet. Oui, du sujet, merci, excusez-moi. Je veux dire que cette construction, elle est quand même amenée par quelque chose quelqu'un plutôt d'extérieur. On le voit parce qu'il y a des enfants, il y a ou il n'y a pas, mais des enfants qui naissent auxquels les parents ne parlent pas, par exemple, pour donner du sens à ce qu'ils ressentent, sont eux-mêmes amenés à ne pas parler et à ne pas à transformer complètement leurs sensations. C'est pour ça que je pensais,
quand même l'extérieur vient s'imposer d'une certaine façon. Oui, bien sûr, il est évident qu'il y a une construction sociale et un apprentissage, mais c'est vrai que le mot sens était un peu ambigu quand on disait que la conscience donne sens au monde, hein, et même est unité de sens du monde. C'est un peu ambigu parce qu'on peut le comprendre d'une manière très immédiate et d'une manière plus, disons, plus culturelle ou plus développée. D'une manière immédiate, ça voulait dire que la conscience, d'emblée, est conscience de perception, ou conscience de souvenir, ou conscience d'imagination. Et est-ce qu'il y a une construction de ça? En fait, c'est là-dessus que porte votre question. Est-ce qu'il y a déjà une construction de ça, ou bien est-ce que c'est spontané? Et s'il y a une construction de cette capacité à distinguer, mais immédiate, hein, immédiatement dans l'intuitionné, à distinguer si c'est un intuitionné de perception ou d'un autre acte, est-ce que c'est construit nécessairement par l'intervention d'autrui qui doit nommer, etc., ou bien est-ce que c'est simplement construit par les premières expériences? C'est-à-dire que l'expérience, par exemple, qui différencie intérieur et extérieur du corps propre. Hein? Donc voilà, est-ce que l'émotion que je ressens me vient de l'intérieur ou de l'extérieur, etc., etc. Mais donc, est-ce que cette construction... Bon, moi, je répondrais par l'intermédiaire des animaux, des autres animaux. C'est-à-dire qu'il est bien clair que les autres animaux ont aussi la conscience de perception, la conscience de souvenir, la conscience d'émotion, et qu'ils différencient ces différents types de conscience. Donc, c'est une construction qui leur est venue par leur développement biologique et non pas par un langage ou un apprentissage extérieur. Donc, je pense que ça fait partie du développement justement biologique, strictement biologique, de pouvoir différencier. C'est une question de survie. Pour la plupart des organismes animaux, c'est une question de survie, de pouvoir faire la distinction entre un souvenir et une perception, par exemple. Hein. Est-ce qu'une perception est réelle ou pas? Un fantasme et une perception. Parce que chez Bergson, je pensais aux références de Bergson en matière de conscience, c'est pas tout à fait la même chose. C'est possible. Non, et alors, quel est le... On a des données immédiates, par exemple. Oui, mais immédiate. C'est ça, le temps me paraît obscur. Immédiate, est-ce que ça rejoint ce que Husserl l'appelait originaire? Je ne sais pas. Bah. Je veux revenir sur certains points que je n'ai pas très bien compris. La conscience s'appuie sur la perception et la sensation. Elle ne s'appuie pas. C'est-à-dire que la perception, c'est un acte de la conscience, c'est un des actes de la conscience, ou c'est même une forme de conscience, on peut dire. La conscience, c'est pas qu'elle a différentes facultés, c'est qu'elle est. Elle est perception, ou elle est un autre acte. Donc la conscience n'est que acte. Donc je voudrais être assez matérialiste, parce que je préfère rester matérialiste. Je veux dire, si je prends le cas de la radioactivité, qui est un phénomène qui existe, qu'aucun de nos sens ne peut saisir. Ni on le voit, ni on l'entend, ni on le sent, ni tout. Oui. On le pense. Dans ce cas, non, on ne le pense pas. On le pense parce que les scientifiques l'ont prouvé. Oui, on bien ne sûr. naît pas à la naissance avec, bien sûr. avec ça, c'est pour ça que je réponds un peu à cette histoire de l'enfant et tout. Je pense qu'il faut quand même rester sur des bases matérielles. Moi, c'est un minimum, c'est-à-dire que notre conscience, elle est quand même limitée et elle évolue grâce à la science et aux expérimentations bien concrètes et bien pratiques. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'on est dans une société qui est totalement déterminée. Oui, mais non, mais ça, c'est sûr. En fait, il y a des tas de choses dont on n'a pas conscience, dont on est incapable d'avoir conscience, et surtout, il y a des tas de choses dont on n'a pas un certain type de conscience, mais un autre type. Donc, quand on dit on ne peut pas percevoir, mais on peut penser, mais effectivement, la pensée, c'est quelque chose qui s'enrichit au fur et à mesure que la culture de l'humanité progresse, s'enrichit. Ça joint de nouveaux objets possibles qui deviennent pensables alors qu'ils n'étaient pas auparavant. Donc, ça, c'est... Il y a aussi l'observation, c'est-à-dire quel est le rôle de l'instrumentation là-dedans? Peu importe. Peu importe, ça ne change rien en fait à la théorie de la conscience. Non, c'est par rapport à la perception. Et
ce qu'on appelle perception, c'est uniquement la perception des sens, ou bien la radioactivité, le fait qu'à partir d'une certaine époque, on a été capable de la mesurer? Non, la mesure n'est pas une perception, mais la perception par l'intermédiaire d'un instrument est toujours une perception. Alors, si on peut voir Jupiter en grand à travers un télescope, on le voit, donc c'est bien une perception. Donc on peut augmenter par les instruments nos perceptions en tant que perception, ou bien on peut les appréhender, les choses non sensibles, hein, on peut les appréhender par le raisonnement. Et à ce moment-là, on a aussi conscience, mais conscience de quelque chose sous la forme d'une pensée, sous la forme d'une notion de la chose. Il y avait d'autres difficultés oui. Est-ce que la conscience est le début de connaissance des choses alors ça, c'est aussi très intéressant, et là aussi les phénoménologues ont beaucoup insisté sur la différence entre conscience et connaissance, dans la mesure où toute conscience n'est pas connaissante. Évidemment, la conscience est infiniment plus large que ce qui concerne la connaissance. La connaissance, c'est un cas particulier de conscience. C'est une conscience qui a une certaine intention, et mais en même temps, il y a un sens de connaissance très large, où on peut dire que quand on perçoit un objet, on en a une certaine connaissance. On a connaissance d'un de ses aspects. Quand on se souvient d'un objet, on a connaissance d'un autre de ses aspects. Quand on a une imagination même d'un objet qui n'existe pas, on a une certaine connaissance de cet objet qui n'existe pas. Mais alors là, il faudra faire une distinction entre ce type de connaissance qui est simplement j'ai eu connaissance de, hein, non, ça veut dire je sais qu'il existe quelque chose, mais je ne sais pas quoi, hein, je ne sais pas quel est son mode d'être, enfin je ne sais pas quel est son statut, et la connaissance au sens alors cognitif du terme, au sens scientifique, au sens qu'on recherche dans une attitude théorique, qui est je veux savoir vraiment ce que c'est. Je veux savoir si c'est une fiction ou si c'est... et même si c'est une perception, je veux savoir comment ça fonctionne, pourquoi ça m'apparaît comme ça, hein, c'est quoi qui m'apparaît de cette manière, etc. Est-ce que ça répond? Si j'ai conscience, je commence par l'être. Si j'ai conscience de moi-même, de ma personne, je vais par rapport à ça vouloir... savoir plus de moi et aller plus loin. Et voilà. Si j'ai connaissance d'un objet ou de quelque chose que j'ai développé la connaissance de tout ce qui m'entoure, mais c'est à partir de là que je vais développer, je vais vouloir savoir plus. Donc là, c'est pour ça que j'ai demandé si la conscience était le début de vouloir en savoir plus à chaque fois. Et que la conscience ne soit pas conscience comme ça sans... Oui, c'est certain. C'est certain que sans conscience de quelque chose, il ne peut pas y avoir interrogation sur quelque chose. Hein, la conscience est première, puisque c'est le rapport même que nous avons aux choses. Hein, la conscience, c'est vraiment le rapport. Et donc, sans ce rapport... Comment imaginer un rapport plus complexe qui serait par exemple un rapport de vouloir ou de vouloir comprendre, etc. Ce sont des rapports seconds par rapport à ces rapports premiers qui sont les contacts directs, les contacts directs qu'on peut avoir avec les choses. Oui. Bien sûr, si on n'a pas de perception, on ne s'interrogerait pas sur le sensible, forcément. Oui. Il y a un truc que quand on prend conscience large de tout ce qui m'entoure et que je veux dire, je veux me manifester de tout ce qui m'entoure, il faut que je donne des exemples. Je ne peux pas parler comme ça. En fin de compte, je ne suis pas libre de dire ce que je vais dire, vraiment sans que je m'appuie sur un certain... sur des exemples. C'est ce que j'ai compris tout à l'heure, en passage. Oui, c'est tout le rapport entre la notion générale et l'exemple. Hein. Donc, c'est vrai qu'en principe, les essences, nous les avons tous et nous pouvons en principe communiquer simplement sans exemple, en disant juste la notion, hein, et on comprend. C'est ce que montre l'expérience de la lecture, par exemple. Hein. Donc, tout le monde comprend le sens des mots, or ce sens est général. Le sens des mots est général, il n'est pas particulier. Donc,
on peut communiquer en échangeant seulement des notions générales. On peut communiquer comme ça. Mais c'est vrai que pour certaines notions, on aura envie de savoir plus précisément à quel type de choses on se réfère. Et dès qu'on veut préciser, on donnera un exemple. Mais en principe, ce n'est pas nécessaire. Oui, parce que ça veut dire qu'on limite certaines personnes qui ne peuvent pas donner d'exemple. Oui. Il faut dire des choses et qu'ils ne peuvent pas démontrer. Oui, oui. Après, il y a toute une... ça fait partie de l'apprentissage, effectivement, de pouvoir de pouvoir se passer d'exemples, en somme. De pouvoir aller directement au général. C'est une habitude, pouvoir aller directement au général et se passer de chaque fois un exemple. Alors, c'est vrai que l'exemple est pédagogique, justement. Quand Husserl lui-même prend un exemple, c'est sûr que c'est avec un souci pédagogique, ça illustre ce qu'on veut dire. Mais en principe, voilà, la notion, elle est compréhensible comme telle. Pour vous exemple, s'ils prennent tous la table comme exemple, c'est parce qu'ils ont toujours cours devant une table. Cours, ou bien ils écrivent leur bouquin, ils sont en train d'écrire leur bouquin sur une table. C'est clair. Et alors, il n'y a pas que ça, il y a l'encrier, il y a toujours les mêmes choses qui reviennent. On peut même dater, évidemment, l'époque du texte, parce que maintenant, on ne dira plus l'encrier. Mais... Est-ce qu'à un moment donné, c'est pas une obligation de figer un objet? Je veux dire qu'il y a des objets, par exemple, au début où vous interveniez cet après-midi, ce soir, là, je pensais à l'exemple de je ne sais plus quel poète grec ou latin qui disait qu'on ne se baigne jamais deux fois dans oui, Héraclite. Voilà. Et donc, je veux dire, on ne peut pas décrire le fleuve dans lequel on s'est baigné, puisque le temps qu'on le décrive, il a disparu, en quelque sorte. Et c'est vrai, quand vous parliez de la table, vous pouvez vous tourner autour comme vous voulez, mais la table, elle ne bouge pas, elle est figée en quelque sorte. Et je pensais aussi à ces objets, cette difficulté qu'il y avait eu pendant très longtemps de percevoir à la fois justement le temps et l'espace en même temps. Ces phénomènes qui sont posés aujourd'hui en astronomie. En mécanique quantique. Voilà, où il y a cette difficulté de percevoir ces objets sans les figer en quelque sorte. Oui, j'ai l'impression que c'est une autre expérience. Et c'est pourtant au moment où Husserl écrit sur la science. C'est pour ça que cette histoire du temps et de l'objet... c'est une autre expérience, c'est-à-dire que là, on se trouve, semble-t-il, devant des objets dont ou bien on n'arrive pas à saisir la position, ou bien qui n'ont pas de position déterminée, mais seulement une probabilité plus ou moins grande d'avoir une position. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec le fait que la conscience appréhenderait différemment certains objets. En fait, la conscience va les appréhender exactement de la même manière que n'importe quel autre objet. La conscience, elle va... Alors, premièrement, ce ne sont pas des objets de perception, ce sont des particules totalement hors de la perception, y compris avec des instruments. Et justement, c'est quand on essaye de leur appliquer un dispositif instrumental pour les saisir que le dispositif lui-même perturbe leur position. Donc, c'est un problème de développement de la connaissance, mais dans un domaine qui ne change rien au type de rapport qu'on a avec cet objet. Et donc, si on ne peut pas les percevoir, on va développer un autre type de connaissance, on va les connaître mathématiquement. Par exemple, on va essayer de les déterminer par probabilité. On dira c'est plus probable qu'ils soient là ou là, parce qu'on ne peut pas le faire autrement. Donc mais ça ne change rien à notre rapport à l'objet. C'est toujours un objet, comme n'importe quel autre, si ce n'est qu'il a une plus grande difficulté, il offre moins de saisie. Mais simplement, il faut qu'on développe le type d'acte adéquat pour le saisir. À moins, évidemment, que ce soit un objet très particulier qui ait vraiment plusieurs positions en même temps. Ce qui devrait remettre un peu en question, disons, les attributs qu'on attribue généralement à un objet quelconque. Est-ce qu'il y a l'ubiquité jusqu'ici refusée aux objets, mais peut-être qu'il faut changer ça. Mais ça ne changera rien, en fait. Encore une fois, même ça, c'est pour ça que c'est important de voir que le rapport phénoménologique, donc c'est grâce à la suspension,
écarte en fait toutes ces particularités d'un objet qui est un peu spécial, ou d'une saisie de notre part qui doit être un peu spéciale pour s'adapter à l'objet. On écarte tout ça quand on considère juste l'objet en tant que tel, et même ces objets-là ne dérogent pas au fait d'être des phénomènes en tant que tels, et une conscience qui les saisit en tant que phénomène. La théorie intègre tout ça. Je pense qu'il y avait Franck. C'est simplement à propos de la querelle des universaux, pourquoi c'est un débat qui occupe l'Église, la théologie pendant des siècles, et qu'est-ce qu'il en ressort? En gros, c'est à cause du problème du nominalisme, c'est-à-dire que c'était dangereux, la théorie du nominalisme portée donc principalement par Guillaume d'Occam. Ça pouvait être dangereux de considérer que les notions sont créées par nous. Enfin, qu'en est-il de Dieu, je veux dire, Donc, enfin, je ne m'y connais pas dans les détails dans la question théologique, mais c'est le nominalisme qui a fait irruption sur la scène et qui a vraiment entraîné la querelle. Olivier? Oui, je suis fasciné parce que pour enseigner la peinture, ça me donne beaucoup plus de courage, parce qu'effectivement, peindre une table, peindre un objet, ça paraît désuet, complètement inutile. Mais c'est absolument tout ce que je vis, que je ressens, les temps objets, et tous les sens et toutes les élévations possibles. Je ne parle pas que d'angle de perspective, bien sûr. Je parle de tous ces fondements, parler de tout ce qu'il y a autour. Paul Klee disait « Je ne peins pas le visible ». La peinture ne représente pas le visible. Ne peint pas le visible, mais représente le visible. Parce qu'effectivement, toujours entre des problèmes de fond et de forme. Moi, je trouve ça passionnant, c'est ce que je suis venu chercher. C'est confus, j'ai du mal, mais c'est personnel. Confus, pardon, pour moi. En tout cas, ce que tu dis est clair. Effectivement, mis à part justement quand on est dans la réduction transcendantale, en fait, dans la plupart des perceptions sont transformées par des états qui nous sont propres, transformées par notre humeur, par notre disposition, par la lumière, par tellement de choses que ça c'est l'attitude la plus normale, la plus fréquente. C'est le fait qu'une perception n'est jamais purement du visible, elle est toujours il s'y ajoute toujours toute une série de circonstances sauf justement, alors c'est là tout l'intérêt de cette attitude transcendantale, c'est se dépouiller de tout ça. Et donc évidemment, on ne fera pas de la peinture transcendantale. Attends, pardon, il y avait... C'est à propos de la question de l'objet, parce que je me disais, puisque tout à l'heure on a parlé de l'atome, par exemple, dans les sciences dures, il y a une volonté d'isoler l'objet. Par exemple, en cassant l'atome, etc. Et, par contre, dans la découverte, moi je suis pas scientifique, on parle de l'objet table, on n'est pas du tout dans le même rapport à l'objet. Donc, la question c'est est-ce que justement la phénoménologie peut apporter des réponses dans ces deux cas par rapport à ces deux types d'objets en fait qui ne sont pas qu'on ne peut pas observer, qu'on ne peut pas percevoir de la même façon. Des réponses à quelle difficulté? Parce que je vois pas de difficulté en fait là-dedans. Parce que je veux dire les objets des scientifiques, nous on n'a jamais conscience, quoi. Non, on les perçoit pas. On les perçoit pas. Mais on les pense. On peut les penser, c'est-à-dire à partir du moment où on explique comment se décompose la réalité, on peut désormais la penser. On ne peut pas voir l'atome, mais on peut le penser. On peut penser une décomposition de la matière très loin. Tout ça est pensable. Mais ce n'est pas imaginable, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas se le représenter sous forme d'image. Parce que pour ça, il faudra en avoir une perception. Ou alors on fait évidemment une image fictive en se disant il doit y avoir telle et telle position pour expliquer telle et telle réaction. Mais
Oui, alors à ce moment-là, effectivement, on peut avoir une image dans l'espace, mais c'est reconstitué. Il y a un exemple de ça, c'est qu'à propos d'un phénomène qu'on connaît tous, c'est l'électricité. Ça n'est ni visible, ni... Bon, on sent la chaleur de l'électricité, mais on ne perçoit pas l'électricité avec l'essence. C'est bien Mais ça, c'est pas tout ça, c'est pas très enfin, ça, c'est quelque chose qui est résolu depuis très longtemps, quoi. Cette idée que tous les objets ne sont pas perceptibles et ça les empêche absolument pas d'être connaissables par toutes sortes d'autres fonctions, du raisonnement. Ils ne sont pas perceptibles par notre conscience, mais ils sont perceptibles par notre corps. La radioactivité, elle perçoit le corps et elle détruit le corps. Alors, c'est pas une perception. Ah, justement, non. Ça, c'est très important. Quand ton corps commence à se détruire, là, tu as une sacrée perception. Oui, non. Non, attends, oui, mais attention. Là, ça, c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'il faut vraiment éviter cette confusion. C'est-à-dire que le fait que le corps est affecté, c'est-à-dire qu'il peut être détruit ou modifié par des causes extérieures, c'est pas une perception. Ce n'est une perception qu'à partir du moment où tu le sens. C'est-à-dire si tu te sens brûlé, la brûlure elle-même est une affection matérielle de ton corps, c'est pas encore une perception, mais le fait que tu le sens, ça c'est la perception. Et ça peut être, cette sensation peut être provoquée par différentes causes. Donc il faut vraiment distinguer ce qui est la perception, c'est-à-dire c'est la conscience d'une douleur, et ce qui est l'affection de la matière de ton corps qui est modifiée. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que si on insensibilise cette partie, on le brûlera, tu ne le sentiras pas. Donc c'est vraiment deux actes différents. Et donc ça nous atteint, il y a des tas de choses dont on peut dire ça nous atteint, comme des ondes, etc. Ça nous atteint à tout moment. Sans doute ça affecte la matière de notre corps, mais on n'en est pas conscient et on ne les perçoit pas. Donc la perception, c'est bien une conscience. On ne dira jamais qu'il y a perception s'il n'y a pas conscience. C'est la même chose que les ultraviolets ou les rayons X. Voilà, ça nous affecte, c'est sûr, mais on n'en a pas conscience. Oui. Donc toute affection d'une matière n'est pas une perception. Toute affection de notre corps n'est pas une perception. Et quand c'est la conscience qui est directement affectée, modifiée, parce que je me souviens d'avoir vu une fois que Sartre avait voulu essayer une expérimentation, expérimenter le LSD, et qu'il avait passé une semaine à voir des grands homards roses qu'il poursuivait dans le métro. Est-ce que ça a donné quelque chose sur sa façon d'envisager la phénoménologie et c'est à modifier de conscience, quoi. Oui, en fait, ce qui c'est la conscience qui est modifiée. L'objet, il n'est pas tellement non plus, mais il se passe quelque chose de très différent de l'habitude. En fait, c'est intéressant parce que là, on a une équivocité du mot conscience. C'est-à-dire, quand on dit les substances qui modifient la conscience, il y a une autre expression encore pour dire ça, je ne sais plus comme ça, mais effectivement les drogues qui peuvent modifier l'état de conscience, c'est-à-dire nous mettre par exemple, nous provoquer des hallucinations, par exemple, typiquement, c'est à ce moment-là, la conscience ne signifie pas la même chose. Ça veut dire ça modifie l'état psychique, l'état de notre psyché, et même on peut dire matériellement, ça modifie les récepteurs de notre cerveau. En fait, c'est vraiment une modification de la matière du cerveau, de telle sorte que il y a des créations de fausses perceptions. En fait, il y a des créations de fausses perceptions, et ça perturbe la distinction entre perception et imagination. On croit qu'il est réel quelque chose qui est seulement imaginaire. Mais donc ça, c'est une modification, non pas de la conscience au sens dont on vient de le voir, mais c'est une modification du cerveau ou du psychisme, si on veut passer. De toute façon, c'est une modification matérielle. Mais la conscience, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elle est ? Eh bien, elle continue à avoir son flux. Elle continue à avoir son flux qui est à la fois perceptif, imaginatif, etc. Et simplement, ce qu'elle ne fait plus. C'est distinguer correctement ce qui est perception et ce qui est imagination. Voilà. C'est le jugement d'existence Pardon ? C'est le jugement d'existence qui
est modifié. Comme conséquence. Le jugement, comme conséquence de ça, le jugement d'existence est modifié puisque généralement, quand il y a une perception, on juge que ça existe, et quand il y a une imagination, on juge que ça n'existe pas. Oui. Enfin, que c'est pas, en tout cas, présent là. Ouais. Bon, de toute façon, on n'a pas tout à fait fini avec tout ça. Et donc, à la semaine prochaine.